Donc, on a vu rapidement, tout à l'heure, la façon rapide là, de pré-traiter les images en PixInsight. C'est une machine à saucisse, là, puis par machine à saucisse, je dis, on met de la viande dedans, on tourne la manivelle, puis il sort de la saucisse à un bout. C'est la même affaire. Donc, on met nos images, on pèse sur le piton sans trop changer de paramètres, puis il nous sort une image. Essentiellement, là, ce que ça a fait, là, c'est que ça a pris nos fichiers, ça a créé les masters. On n'a pas fait d'inspection, comme je répète ici, mais on va le faire plus tout à l'heure. Ça a calibré nos images. La calibration, je le répète, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'était la calibration. C'est qu'on prend notre image brute qu'on a pris et on soustrait le bias, le signal bias, le signal dark, puis on divise par le signal de plage de lumière uniforme, ce qu'on appelle le flat. Okay? Ça, c'est la calibration des images. Ensuite de ça, ben, dans le cas des DSLR, il y a une reconstruction RGB qui s'est faite. Après ça, il y a un alignement, puis après ça, il y a l'intégration. À la fin de l'intégration, ben, on a l'image de M51 que tout le monde a ouvert, que quand on la regarde, ben, elle est un peu verte avec des bordures rouges. C'est à partir de ça qu'on va regarder, qu'on va travailler. L'intégration ici, on va le faire tout à l'heure, mais je vais vous montrer comment optimiser un peu les paramètres de l'intégration. OK, mais on va y revenir. On va faire l'exemple de M51. On va le faire au complet. Ça, mot de passe. On va faire l'exemple de M51. Puis, au complet, jusqu'à une image, disons, satisfaisante. Peut-être pas la meilleure image, mais au moins satisfaisante. Puis, après ça, on va faire un autre exemple en HLFA. OK. Donc, on est rendu au traitement. Dans le traitement, il y a deux groupes d'opérations. Il y a les opérations qui se font quand l'image est en format linéaire et des opérations qui se font quand l'image est en format non linéaire. J'ai expliqué un petit peu la différence tout à l'heure. Le format linéaire, c'est que la valeur de chacun des pixels de l'image est proportionnelle au nombre de photons qui ont été captés. OK? Donc, si j'ai 100 photons qui ont été captés par un pixel, imaginons que ça donne une valeur de 100. C'est pas vrai, ça va plus être 3. Mais, mettons que c'est ça. Puis que j'ai 200 photons qui tombent sur le capteur à côté ou la cellule à côté, ça va faire 200. OK? Et ainsi de suite. La totalité des images qu'on prend de jour ne sont pas des images linéaires. Il y a un stretch. Quand l'appareil photo prend une image, il ramasse ce qu'il y a sur le capteur, il applique un stretch, il applique un sharpening, il applique plein d'opérations et il sauve ça en forme JPEG. Ah, c'est ça. OK? Fait on a l'impression que nos images, ben, quand le concept de linéaire, on dit, ben là, je ne comprends pas, là. L'image que vous regardez sur vos ordinateurs, la vision du monde que vous avez, c'est une vision non linéaire. OK? Votre œil, votre cerveau, ça s'organise avec le reste. Mais un capteur CCD ou un capteur DSLR, à l'origine, ça ramasse un signal de façon linéaire. Et c'est important, parce qu'à partir du moment où on n'est plus dans le linéaire, dans la relation linéaire, dans le capteur, on commence à avoir des problèmes, puis on ne peut plus faire de l'astrométrie, puis c'est difficile. Donc, on veut travailler dans la portion linéaire. Dans la portion linéaire de l'image, quand l'image est en format linéaire, ce qu'on peut faire, bien, il y a les combinaisons RGB d'images qu'on va voir plus tard, les combinaisons ou les mélanges de couleurs H-alpha avec le rouge ou H-alpha avec la luminance. OK? Il y a aussi la réduction des gradients, la neutralisation du fond du ciel, la calibration des couleurs, il y a aussi certaines formes de réduction de bruit. Pourquoi est-ce que ces éléments-là doivent être faits quand l'image est en format linéaire? En réalité, l'élément principal des opérations en format linéaire, ce qui est le plus important, c'est la neutralisation du fond du ciel et la calibration des couleurs. Okay? Pourquoi c'est important ces deux éléments-là? Bien, parce que vous avez, comme vous voyez sur l'image que vous avez de M51 vers vous autres, elle n'est comme pas de la bonne couleur. Hein? Okay? Il faut neutraliser le fond du ciel, c'est-à-dire qu'il faut avoir un fond du ciel qui a des valeurs à peu près égales de RGB pour avoir quelque chose de, mettons, de gris neutre. C'est pas tout à fait vrai, dans le fond, on veut avoir une teinte un peu bleutée, mais on veut avoir un ciel neutre, OK? Et on veut avoir aussi une calibration des couleurs qui va refléter ce qu'on s'attend un peu, je dirais, cosmétiquement ou scientifiquement, de l'aspect de l'objet qu'on photographie. Okay? Donc, l'image typique, par exemple, d'une galaxie où le cœur est occupé par des étoiles vieilles qui sont plus jaunes,
et la bordure est occupée par des étoiles plus jeunes qui ont une teinte plus bleutée, ben, je veux dire, si on a quelque chose, toutes les images sont, toutes les étoiles, ça sort rouge, violacé, ben, ça ne donne pas un aspect, entre guillemets, naturel, appelons ça homocentrique, OK? Homo dans le sens de homme, puis centrique dans le sens de mon nombril, mes yeux, ben, la vision du monde qu'on a, le mur qui est là, ben, là, je le vois gris, mais donc, vous comprenez. Les arbres dehors sont verts, mais quand on les regarde dans l'infrarouge, ils sont blancs. Bien, on va avoir une vision des objets célestes, une interprétation des objets célestes qui reflète notre expérience. Puis aussitôt qu'il y a quelque chose qui est dissonant dans les images d'astronomie, bien, ça ressort tout de suite. On dit, oh, il me semble que c'est pas les bonnes, c'est pas correct. Tu sais. Quand on met des images sur Internet, la première affaire que quelqu'un dit, il me semble que c'est mauve un peu ton affaire, Martin. Tu sais, bien, c'est normal un peu, je vais expliquer pourquoi. Donc, ces deux étapes-là sont importantes. Mais si j'ai des gradients dans mon image, OK? Puis là, j'ai mon image ici, puis pour une raison X, j'ai un lampadaire qui est ici, puis j'ai un gradient, ici c'est tout vert, OK? Ou bien, comme l'image que vous avez, il y a du vignettage autour, bien, l'image n'est pas plane. Ça veut dire que les objets qui sont dedans, là, ils n'ont pas les mêmes ratios. Il y a des objets qui sont ici, OK? Les objets qui sont là, j'ai des étoiles qui sont ici. Les étoiles qui sont là sont plus rouges que les étoiles qui sont ici, qui sont vertes. Okay? Si je fais une calibration des couleurs basée sur l'aspect des étoiles dans mon image, bien, laquelle qui est bonne? Probablement aucune. Ceux-là sont trop rouges. Si je prends l'exemple de mon image, ceux-là sont trop rouges, ceux-là sont trop verts. Alors, il faut que j'aplatisse mon image en enlevant les gradients. Et comme il faut que je fasse ma neutralisation du fond du ciel et ma calibration des couleurs au moment que l'image est en format linéaire, là, c'est une affirmation que je fais, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui vont calibrer les couleurs à tout moment dans l'image, même quand c'est en format, quand ça a été stretché. Mais la bonne façon de le faire, c'est quand l'image est en format linéaire. Bien, pour faire la neutralisation et la calibration des couleurs, il faut que j'enlève mon gradient en premier. Donc, la première des étapes, c'est, ben, à moins d'avoir une combinaison RGB à faire, la première étape, c'est d'enlever les gradients. C'est ce qu'on va faire avec notre image. Donc, je reviens dans PixInsight. Comme ça. J'ai mon image de M51 qui est ici. Et j'observe plusieurs éléments. J'ai fait un stretch, excusez-moi, en fonction de chacun des canaux. Là, évidemment, vous avez des couleurs, je ne sais pas sur laquelle. Pardon? Tu n'as pas fait un stretch, auto-stretch? Oui, j'ai fait un stretch, mais en enlevant je l'ai fait comme ça ici. OK? Bon. Ça, c'est l'image. Le stretch qui est appliqué dans le auto-stretch, il est appliqué de façon homogène sur chaque canal. S'il y a un canal qui est dominant par rapport aux autres, évidemment, dans le stretch, il va aussi dominer. J'ai montré tout à l'heure que si on clique ici sur le petit icône qui est là, on désolidarise le stretch de chacun des canaux. OK? Et si on le refait, il va calculer une valeur indépendante pour chacun. D'ailleurs, vous voyez ici, le B, le G et le R, bien, le R est moins stretché, et ainsi de suite. OK? Et le bleu. Si je veux voir chacun des canaux, OK, je viens dans Display ici, puis je peux choisir de voir la couche rouge. Alors, vous voyez que la couche rouge, elle ne montre pas de vignettage bien gros. Hein? Il y a un peu de vignettage de chaque côté, mais quand même assez uniforme. Si je viens ici, et je choisis ma couche verte, vous voyez, le problème est sur la couche verte. C'est pour ça que j'attribue le vignettage de cette image-là à mon filtre anti-pollution lumineuse, mon IDAS. Parce que le vert est vraiment problématique, alors que si je regarde le bleu, c'est flat, ça, hein? OK? D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que c'est le filtre. Je me suis assigné avec le vendeur, puis il a fait son vendeur. Il a fait son vendeur. Mais c'est ça. Donc, la façon dont on va procéder, c'est qu'on va aller dans Process, et le premier item, c'est Background Modelization, ici. Donc, je vais aller à Dynamic Background Extraction. Excuse, Martin. Oui. Mon image, Elle reste rouge? Oui. Même si tu cliques sur le petit icône. RGB en haut. En haut. En haut, ici. Ouais. Ah, ouais. Il y a des fois comme ça. C'est donc, quand je suis plus loin, peut-être qu'elle va revenir rouge.
Pardon? C'est possible que j'aille cropper, oui, effectivement. Oui, vous vous souvenez mieux que moi de mon tutoriel. Effectivement, puis je vais faire ça avant. Tu as raison, Martin. Il y a toujours une petite bordure de pixels maganés en bordure d'une image qui est intégrée, parce que les images, il y a eu des delta X, delta Y entre chacune des images, puis en bordure, on a des petits problèmes. Comment ça se traduit, ça, ces petits problèmes-là? Je vais fermer la fenêtre de Dynamic Background Extraction, puis je vais aller chercher dans mon Process Explorer le histogram transformation. OK? Je vais juste remettre ça ici. Je vais aller chercher mon image. OK? Oups, on va mettre ça à 1. Je vais juste l'agrandir ici. OK? Vous voyez, là, ça paraît pas trop. Honnêtement, ça paraît pas trop. Mais normalement, en bordure ici, parce que probablement que la bordure n'a pas été trop affectée, on se ramasse avec du bruit ici, juste avant le pic principal, on se ramasse avec un paquet de petits pics. Ça, ces petits pics-là, où il y a un pic vraiment à zéro, c'est des pixels qui sont noirs, qui sont situés en bordure. On veut les enlever, puis on ne veut pas qu'ils nous gênent tout le long. Donc, on va faire un crop de la bordure. Si vous regardez... Oui? Moi, je te dirais, je l'enlève après, parce que là, c'est correct, c'est un one-shot color. Là. Mais c'est parce qu'ils sont déjà alignés les images. Si tu fais ça, tu désalignes tes RGB, L. Oui, en RGB, il faut que tu le fasses. Ouais. Tu le fais tout après, juste après. C'est pour pas juste me mélanger. Oui, c'est juste que, ben, on voit bien ici là, ce que je parle, là, ce truc-là. Parce que des fois, PixInsight, il va aller chercher, il va aller piquer dans ça pour faire ses histoires de gradients, puis ça peut nous poser des problèmes. Là, la bordure, là, est faible. Des fois, la bordure, elle ça d'épaisse. Okay? Puis, il faut faire attention pour pas que le logiciel ait cherché des échantillons dans ça. C'est pour ça que je l'enlève en premier. Okay? Mais, avec le RGB, dépendamment, on reverra tout à l'heure, là, je vais montrer quelque chose qui règle ce problème-là. Mais, bon, ce qu'on peut deviner, à partir du histogramme ici, c'est que mon fond du ciel est dominé par le rouge, après ça le vert, après ça le bleu. Normalement, pour que mon fond du ciel soit bien calibré, il faudrait que les trois histogrammes partent au même endroit. Le rouge est trop fort, vert et bleu. Là, on va faire des opérations qui vont ramener ces trois courbes-là au même endroit. Le point de départ, parce que plus on est par là, plus c'est des éléments noirs, donc plus la portion qui est ici, c'est les éléments du fond du ciel, OK? Donc, il faut que ça parte au même endroit. Après ça, si ça fait des trucs bizarres, étranges, c'est normal, ça dépend de ce que vous avez dans votre image. Si vous avez beaucoup de rouge parce que vous avez une nébuleuse d'hydrogène, c'est sûr que le rouge va se comporter différemment du bleu et du vert. Mais il faudrait qu'il parte pas mal au même endroit. Okay? Visuellement, c'est une façon. Visuellement. Quand les trois partent au même endroit, je sais que mon fond du ciel est bien calibré. Il est neutre, il est neutralisé. OK? On avait des images LRGB. Oui. On a fait la fonction dans le pre-stretch tantôt. Lui, est-ce qu'il va nous faire les trois couleurs? On va le voir tout à l'heure. Je ne vais pas sauter d'étape, mais on va le voir comme il faut tout à l'heure. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Process Explorer, puis je vais aller chercher la fonction Dynamic Crop ici. OK? La fonction Dynamic Crop, c'est un crop bien ordinaire. Il l'appelle dynamique parce que vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais c'est parce que c'est un crop qui peut s'appliquer à plusieurs images en même temps. Donc, je viens chercher mon image. Je viens juste enlever quelques pixels en bordure, juste pour voir à quoi ça donne. Puis, regarde, je constate qu'effectivement, là, je vais éliminer mes pixels qui sont défectueux de chaque côté. Oups. Pardon. Je vais juste venir en couper un petit peu plus. Voilà. Et il y a deux façons ici. Soit je pèse sur le X pour execute, ou soit je prends mon instance et je l'amène sur mon image. OK? Tu peux double-cliquer dans le centre aussi. Ah, c'est possible. Ouais. Fait que je vais prendre ma petite flèche, je clique dessus, et là, il vient d'appliquer mon crop dans 3, 2, 1. Voilà. Donc là, il vient de cropper mon image. Si je regarde maintenant, je vais fermer Dynamic Crop. Okay? Je viens voir ma transformation d'histogramme. Mais regardez bien ici. Là. OK? Oups. Vous voyez la forme de la courbe ici? Si je fais un undo, là,
setter de votre côté, mais regardez ici ce qui se passe. OK? Je vais faire un undo là-dessus. Vous voyez ce qui s'est passé? Ma courbe qui est courbe comme ça, elle vient quasiment rencontrer l'axe perpendiculaire. Ça veut dire que je viens d'éliminer un paquet de petits pixels qui sont parasitaires. OK? Je vais juste faire un redo. On va faire ça. OK? Là, ma courbe est correcte. OK. La première étape, avant de faire la réduction du background, étant donné que j'ai beaucoup de bending dans mon image, ça, je peux le faire avant ou après, mais dans ce cas-là, je vais le faire avant, c'est, je viens prendre le script, Utilities, puis je fais Canon Bending Reduction. OK? Script, moi, je vais le fermer, je vais dans le menu Script, je fais Utilities, et je fais Canon Bending Reduction. Est-ce que c'est bon seulement pour Canon? Non, mais écoute, 98% des appareils photo utilisés, c'est des Canon. Si tu as du bending dans ton image, il va l'enlever. Si tu as du bending vertical, ta twist de 90 degrés, tu exécutes la fonction, tu ramènes ton étoile. Tu sais, le bending, il peut être causé par un mauvais bias, là. Les lignes qu'on voit dans Ouais, les lignes qu'on voit dans l'image, elles sont subtiles, mais quand vous allez voir après, avant-après, vous allez voir que, il y a une différence. OK? Alors, on va juste utiliser ça par défaut ou presque. La menthe, je vais le laisser à 1. Puis s'il y a un problème, bien, on revient et on ajuste. OK? Je vais demander de protéger contre les highlights. Protéger contre les highlights, c'est que c'est une routine qui va être affectée par des étoiles très brillantes, puis qui peut laisser une traînée sombre en arrière, à cause du fait qu'il y a quelque chose de très brillant. Fait que s'il y a des, je vais dire, protège-moi l'image, excusez-moi, contre les highlights. Dans le menu Script, Utilities à la fin complètement, Canon Bending Reduction. OK? Alors, je fais OK là-dessus. Donc, je vais juste cocher Protect from Highlight, puis je vais faire OK. Je passe chacun des canaux. OK. Si je viens voir mon image, là, elle est comme ça. Si je fais Undo, OK. Et à la limite, même, il est même parti avec le vignettage qu'il y avait en haut et en bas de l'écran. OK. Je vais juste faire un redo. Vous voyez la différence? Il reste de beau au centre dans Ouais, bien là, il reste un peu. Et puis, il faut faire attention. Effectivement, il peut en rester. Là. C'est pas parfait. Mais. Ouais, c'est ça. Ben, il y a un sigma, là. Il y a un facteur sigma. Puis là, moi, je le vois pas trop, là. Peut-être que vous autres, vous le voyez sur vos écrans qui sont plus lumineux. Moi, je le vois pas trop. Mais ça, c'est essai-erreur. Comme dans tous les trucs, ben, si vous faites de la photographie, vous le savez que le traitement, c'est assez essai-erreur. On essaie, ça a-tu marché, c'est-tu mieux, peux-tu faire. Bon, l'image n'est pas parfaite, mais je ne veux pas non plus peaufiner puis prendre une demi-heure juste pour régler les settings qui vont faire que l'image va être parfaite, là, mais il y a moyen avec les paramètres d'avoir quelque chose de mieux que ça, mais c'est déjà pas pire. Ceux qui connaissent les actions Carboni, là, puis les trucs dans Photoshop pour réduire, ça fonctionne de la même façon, mais je vous dirais que celle-là a fait le job en une, tandis que Carboni, des fois, ça prend 5-6 coups avant de régler le cas. Là. Mais celle-là, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. OK, fait que je reviens à mon Background Modelization, Dynamic Background Extraction. OK? Excuse-moi, est-ce que ça réduit tout l'enlever? Tout. Le bending? Oui. Oui, pas mal. Ben, ça se peut qu'il en reste encore, mais. OK. On est rendu à enlever le background, et là, le vignettage là-dessus, là, il est très fort. OK? C'est pas du vignettage de pollution lumineuse standard, c'est du vignettage qui est très fort. Puis c'est du vignettage qui est assez particulier dans le sens que on part dans le rouge, puis il y a une pente très abrupte jusqu'ici, puis après ça, on a quelque chose d'assez flat, il n'y a pas trop de variation, puis ça remonte de l'autre côté, là, comme dans la phase d'un 5. Okay? Alors, c'est un modèle de background, de fond du ciel qui est difficile à modéliser parce que, même si on est encore en formule linéaire, je pars d'ici, ça fait ça comme ça, c'est plat, ça remonte comme ça. Okay? Puis vu qu'on modélise le background avec une fonction mathématique, le logiciel il va échantillonner, il va déterminer quels points sont valides,
il va modéliser ça avec une fonction mathématique. Ben, ça prend une fonction mathématique qui amène ça comme ça ici, qui revient comme ça, qui fait ça de façon la plus précise possible. OK? Et si, par exemple, la fonction mathématique qui est calculée, ça c'est mon vrai background, si la fonction mathématique qui est calculée, elle part pas de là, mais elle part d'ici, puis elle fait ça comme ça, OK? Ben, ici, je n'enlèverai pas assez le gradient, puis ici, je vais en enlever trop, puis ici, je n'enlève pas assez. Fait que je vais me trouver à déplacer mon problème, OK? Mon fond de ciel ne sera pas plat pantoute, puis je vais avoir des zones un peu partout dans... Ici, ça va être trop corrigé, ou pas assez, là, ça va être trop, puis ici, ça va être trop, puis ça va pas assez. Fait qu'il faut que j'y force une fonction qui va... Je dis, garde, force-toi pour trouver quelque chose qui marche bien. Et ça, il y a des paramètres. La première chose à faire quand on prend une Dynamic Background Extraction, c'est de cliquer dans l'image. Normalement, si on clique dans l'image et qu'on a du vignettage qui est déplacé sur un côté ou dans l'autre, on essaie de centrer notre point ici au centre géométrique du patron qu'on va enlever, surtout si c'est circulaire. Ça se peut des fois que parce que notre optique est mal calimatée, que le vignettage va être dans un coin en bas ici. À l'extrême, là, il va être dans un coin ici en bas, il faudrait placer notre X ici, là, pour qu'il soit capable de dire, ben, mon creux là, de mon chose, il est dans ce coin-là. OK? L'autre élément, et là, dans ça, c'est beaucoup de paramètres. OK? Les paramètres importants, oui? Ici, là, tu as un peu plus de vignettage, un petit peu plus large à droite qu'à gauche. C'est pas grave. Oh, non, c'est correct. Non. Beaucoup de paramètres dans ça. Le principal, c'est la tolérance et le smoothing factor. OK? Ceux qui sont habitués avec Gradient Exterminator, dans Gradient Exterminator, qui est un logiciel qui fonctionne dans Photoshop, il y a deux paramètres qu'on peut contrôler. S'il y en a un là-dedans, que c'est le smoothing factor. OK? La tolérance, c'est... Puis là, si vous laissez votre souris assez longtemps sur la case, je vous l'explique en anglais, c'est quoi et comment faire. Il y a beaucoup d'informations. Il y a bien des gens qui vont dire qu'il n'y a pas de manuel d'instruction dans PixInsight, mais c'est pas vrai. Le manuel d'instruction il est intégré aux cases. Fait qu'on a juste à cliquer ou laisser notre curseur sur une case qui va nous expliquer à quoi ça sert. Okay? Avec assez de détails souvent pour nous éclairer beaucoup. Okay? Alors, la tolérance, ça va être par rapport à mon fond normal du ciel, puis là, je vous l'explique dans mes termes, qu'est-ce que je suis capable d'accepter comme échantillon valide de mon gradient. OK? Fait que si mon fond du ciel moyen il est ici, je vais dire, écoute, moi, je veux que tu échantillonnes les trucs qui vont de là à là. OK? Parce que mon gradient, il est très fort. Fait que je vais le laisser à 0.5. OK? Et je vais juste aller dans... ici, là, on peut toujours fermer des portions des boîtes de dialogue en cliquant sur le titre, ici, comme ça. OK? Fait que je vais juste fermer ça ici qui ne nous sert pas pour l'instant. Et je vais aller dans Sample Generation. Puis je vais lui demander de générer des points d'échantillonnage du background selon les informations qu'il y a déjà. OK? Fait que je fais Generate. Puis vous allez voir que les points qu'il va générer, OK, vont être à peu près localisés dans ces secteurs-là ici. À l'endroit moyen de l'image, puis des échantillonnages qui ne se dispersent pas trop par rapport de ce côté-ci, comme ça, et de ce côté-ci, comme ça. Mais il n'est pas allé dans le vert dans le milieu, puis il n'est pas allé dans le rouge ici, parce que j'y demande de ne pas trop se disperser par rapport à la valeur moyenne de l'image. Comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Si vous avez quelque chose comme ça, vous voyez les points qui est placé dans l'échantillonnage ici? Ils sont dans la transition. Pardon? Ils sont dans la transition, c'est en plein ça. OK? Alors, ce que je viens faire, c'est que je vais dire, regarde, ta tolérance, là, je veux que tu l'augmentes. À la place de venir chercher des points dans cet intervalle-là, je veux que tu viennes chercher des points sur toute l'image. OK? Alors, c'est en augmentant la tolérance. Je vais la placer à 5, pour l'exemple. Probablement que la valeur optimale, ça serait quelque chose comme 3, 2.5, 3. Mais je vais la mettre à 5 pour que vous voyez. Je vais cliquer sur Generate, ici, et vous voyez que là, il vient de placer des points partout dans mon image. Et même qu'elle n'a pas manqué aucun. Dans la galaxie. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y en a aussi mis dans la galaxie. OK? Alors, moi, je ne veux pas qu'il y ait des points d'échantillonnage dans la galaxie. Je pourrais essayer une autre valeur, peut-être à 3, et juste régénérer.
Regardez ce que ça donne. Peut-être que ça va me donner quelque chose de bien valide. Il semble. Est-ce qu'il l'a fait? C'est mieux que tu n'en as pas Ouais, je n'ai peut-être pas changé beaucoup, là, mais mettons que je le descends à 2. Comme ça, si je fais le generate. Au moyen de les effacer. Ouais, je pense qu'il faut les. Attends un petit peu. Ouais, on peut les Ouais, c'est sûr, là, je vais étape par étape. N'est-ce pas? OK. Mais je peux les flusher, puis les redemander de régénérer. Bon, vous voyez avec, bon, pas 0.5, mais attends, je vais essayer avec 2. OK. Bon, sauf que à 2, là, il n'y en a pas mis. Il y en a mis un ici, mais tout à l'heure, il y en avait un dans le milieu de la galaxie ici. OK? Fait à 2, ça a l'air d'être pas pire. D'accord? Donc, vous voyez, si je n'avais pas croppé tout à l'heure, là, regardez les échantillons qui sont en bordure ici, si je n'avais pas croppé mon image, là, il aurait ramassé un peu de schnout. OK? OK. Je vais. Là, j'ai des échantillons qui sont dans ma galaxie, en particulier à des endroits que je ne voudrais pas qu'ils soient. Oui. Dans ma fenêtre, Dynamic Background Extraction, Ouais. tout est grisé, je peux pas rien changer. Alors, il faut que tu cliques avec ta souris sur l'image pour avoir le X. La croix apparaît. Merci. C'est bon? OK. Je vais tout de suite rouler ça comme ça. OK? Je sais qu'il y a probablement des problèmes qui vont survenir. OK? Fait que je vais aller dans le dernier item en bas ici. Image Target Correction. Puis je vais faire soustraction. OK? Puis je vais lui demander. C'est bon. C'est bon. OK. Fait que je vais prendre mon petit carré et l'envoyer sur mon image. Martin, tu l'as fait sur division avant. Ça se peut que j'avais utilisé division. Puis, il y a des raisons pourquoi on voudrait diviser le gradient. Si c'est additif, par exemple, la pollution lumineuse, c'est additif, plus que tu poses longtemps, plus que tu vas en avoir. Donc, c'est plus. Ben là, tu vas vouloir soustraire cette chose-là. Si c'est un gradient qui est causé par une lumière, puis tu as du verre ou des trucs de même, pollution lumineuse, ben ce gradient-là va s'intensifier. Fait qu'il faut que tu soustrais ça. Si c'est un gradient qui est causé par du vignettage, là, le vignettage, ben, c'est comme un flat. Puis un flat, qu'est-ce qu'on fait avec? On le divise. On divise cette image. Tu as raison, probablement qu'en division ici, mais on peut comparer les résultats pour voir ce que ça donne. En théorie, c'est ça. En pratique, je te dirais qu'avec l'expérience, je commence à me demander s'il y a vraiment une grosse différence. Je vais là, j'ai deux images qui viennent d'apparaître. J'ai background. Je vais aller sélectionner ici mon String Transfer Function, puis je vais lui demander de faire un auto-set sur le background. Et vous voyez, ça, c'est mon background qu'il m'a calculé. Ouais. Je trouve qu'il y a des choses étranges. Il y a du blanc un peu. Il y a ça ici qui me fatigue. Il y a des spots un peu partout. Ça ne correspond pas trop au gradient que j'avais imaginé à l'origine, avec quelque chose ici comme ça, puis il s'efflate dans le milieu, ça revient ici. OK? Pas tout à fait ça. Je vais aller voir l'image en arrière résultante. Je vais faire un auto-stretch dessus. Et c'est un peu plus long. OK? C'est chamoiré un peu. Hein? Vous voyez qu'il n'a pas pire fait la job pour le gradient de chaque côté, mais on a des spots, et surtout, ce qui est alarmant, là, s'il doit allumer votre chose, c'est qu'autour des zones qui sont éclairées, j'ai des halos foncés. Ça veut dire qu'il a pris des points d'échantillonnage dans ça, qui étaient hauts, puis il les a soustraits, ça fait une cuvette. OK? Donc, il y a un problème avec mon image. Si vous avez du background après ça, comme ça, c'est pas bon. Il faut fine-tuner. OK? Et là, le fine-tunage dans notre image ici, ça va probablement, je vais fermer ces deux images-là, ça va probablement être de venir prendre le point qui est ici, le point d'échantillonnage, puis de le déplacer à l'extérieur de la zone d'influence de la galaxie. OK? Je vais m'assurer que je vais prendre tous les points, OK? Puis je vais les déplacer à l'extérieur de la zone d'influence de la galaxie, comme il faut. Ça fait qu'on les élimine, ces points-là. C'est correct. Ouais, c'est correct. Tu peux les effacer carrément. OK? Alors là, j'ai déplacé quelques points et je veux voir qu'est-ce qui va en résulter. OK? Donc, je retourne encore avec mon petit triangle et je l'envoie sur mon image. Je vais juste déplacer 3-4 points, là. Les points qui étaient vraiment dans la galaxie.
L'empreinte qu'on dit client, actuellement, c'était pour. Une instance, ouais. Quand tu déplaces une instance sur une image, il applique l'instance à l'image. OK, alors je regarde ça, puis là, vous pouvez aller plus vite que moi si vous avez compris le principe. OK, je fais un auto-stretch sur le résultat, et ben déjà, j'ai plus l'espèce de halo autour, puis j'ai peut-être des spots dans ce coin-ci, dans ce coin-ci, puis dans ce coin-ci. Puis là, à un moment donné, il faut juste prendre la décision, c'est quand on arrête. OK? Parce que le ciel, étant ce qu'il est, c'est pas peinturé au rouleau, cette affaire-là. OK? Et puis, surtout si on a des trucs dans le vert, souvenez-vous que la caméra, il y a 2 pixels verts, OK? Et elle est plus sensible, elle va ramasser plus d'informations dans les canaux verts. Alors, ça se peut qu'il y ait des informations comme des nuages interstellaires, des inégalités du fond du ciel, qui font qu'effectivement, à un moment donné, c'est résiduel, mais ça existe. Okay? Puis là, je dis que ça existe en guillemets, parce qu'il faudrait comparer avec des images prises à plus haute résolution, avec beaucoup plus de signal pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Okay? Mais à un moment donné, il faut décider d'arrêter, parce que des patchs comme ça, vous allez en avoir pas mal tout le temps. Okay? Il faut juste savoir qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais vous montrer une autre chose. Je vais fermer mon image, je vais fermer le background. Je vais vous montrer une dernière chose là-dedans. Bon, en fait, je vous dirais que ici, dans la sample generation, le défaut sample radius, c'est la taille du point d'échantillonnage. OK? On pourrait l'augmenter, OK, pour qu'il échantillonne sur une plus grande surface. Là, il échantillonne un petit point. Si je le mettais à 10 ou à 15, il échantillonnerait déjà sur une plus grande surface, ça pourrait être plus représentatif. Ça éliminerait le poids de, par exemple, une petite étoile qui serait directement sur le point d'échantillonnage, ça éliminerait cette petite étoile-là. Ça diminuerait son poids. OK? L'autre chose aussi, c'est dans le smoothing factor, un des éléments importants, c'est que, évidemment, on va modéliser la courbe. OK? Puis, est-ce que je veux que la courbe qui est modélisée, elle passe par tous les points du background qui ont été calculés, ou si je veux qu'elle smooth, quelque chose de plus... moi, je dis que ça prend quand même un smooth important. Si vous mettez ça à 0, il va passer par tous les points, puis ça risque juste de créer plus de motonnage dans notre image qu'il y en a déjà. Un gradient, par définition, c'est quelque chose qui est graduel. On ne devrait pas avoir besoin de modélité, de passer par tous les petits points pour éliminer quelque chose, à moins d'avoir vraiment un truc bizarre, là, comme des réflexions qu'on voudrait enlever avec cette méthode-là. Mais de façon générale, le smoothing factor, on le laisse à peu près à 2.5 pour ne pas avoir des trucs bizarres. Si je l'augmente, ou si je l'augmente, ma courbe elle va juste être plus lisse, puis ça va juste amenuiser plus mon image, mais ça va amenuiser, disons, les espèces de zones ou le motonnage que j'ai dans mon image, mais ça peut aussi être moins efficace à enlever le gradient en bordure. Ça, je vous dirais, essai-erreur, vraiment, il faut l'essayer puis expérimenter avec cette fonction-là parce qu'elle est capable de régler beaucoup de problèmes de gradient, et des fois, ça vaut la peine de la passer une deuxième fois. OK? Parce qu'il peut y avoir des résiduels qui sont faciles à enlever. Puis si vous obtenez le même résultat, si vous enlevez une autre fois le gradient, puis vous avez pas mal la même image, c'est parce que là, c'est le temps d'arrêter. Il y avait quelqu'un là qui avait une... Moi, j'ai découvert aussi que le continuity order avait un peu le même effet là, que le smoothing factor que tu Oui. En augmentant ça a tendance à enlever un peu de changement. Oui, effectivement. L'ordre de continuité, c'est la fonction. Est-ce que c'est une fonction d'ordre 2, 3, 4, puis là, ça fait... Ouais, exact. Oui, Samuel? Tantôt, mon défaut sample radius était pas à 5, il était à 13, il faut bien égal partout. Oui, ben c'est ça. Là, on peut, je ne sais pas pourquoi il est venu à 5, mais si je le mets à 13, je pense que c'est ça qu'on avait, puis que je fais régénérer. Si je reviens, je retasse encore mes... Voyons. Oups. Si je retasse encore mes points d'échantillonnage pour ne pas les avoir dans l'écran, dans la galaxie. Puis je le fais rouler encore. Ce que je voulais essayer, c'était... c'est ça. Juste revenir, parce que je vais repasser ça au complet, la boîte de dialogue, juste pour faire un refresh. Puis après ça, on va prendre le résultat qu'on a avec la réduction de fond. Puis on va partir avec ça pour la calibration. Parce qu'on pourrait... des fois, il y a des images qui sont très complexes.
puis on veut beaucoup éliminer le gradient, parce que le gradient, là, comme il est là, peut-être qu'il n'est pas correct. Peut-être que notre image, à la fin, on va la stretcher, puis on va commencer à voir sortir de quoi qu'on aurait été capable d'enlever si on avait pris plus de temps à la réduction du background. Il faut juste faire attention. Là, on ne perdrait pas... je vais quand même montrer d'autres choses, là, mais je vais le faire. Puis je vais le mettre à 13. Là. Ça se peut que ce soit une des soustractions. Ça, c'est bon. Fait que je vais le rouler. Ah oui, OK. Donc ici, en haut, Selected Sample, 45 de 74. Ça, c'est comme un tape cassette ici, là. OK? Vous rewindez au début, puis vous avancez de 1, vous allez à la fin. OK? Ça, c'est le point d'échantillonnage 1. OK? Il est flat pas mal, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de problématique particulière. OK? Ça, à quoi ça sert? Il passe, il me montre tout. OK? Fait que si je passe à travers, je vais vous montrer, peut-être qu'il n'y en aura pas, là, mais si je me passe à travers comme ça, hop, 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 hop. OK? Sur ce point d'échantillonnage-là, 13 de 74, qui est ici, OK, lui, il a snappé une étoile. Fait que si je le tasse, je viens le chercher, il est ici en jaune, comme ça. Regardez l'écran, et puis là. OK? Moi, à toutes les fois, je les passe tout un après l'autre pour voir si je n'ai pas un petit snap. Ben, ça crée une zone foncée parce qu'il est allé chercher quelque chose, il pense que. OK? Mais normalement, quand la zone est foncée, c'est qu'il y a 5 photons. Oui, c'est ça. Si la zone est moitié, ça, c'est Ouais. Ben, ouais, en effet, tu as raison. C'est juste que il va quand même avoir un effet, puis ça va quand même créer une dépression dans mon modèle ou un pic qui va faire que ça va créer une dépression dans mon image. Fait que la meilleure façon, éviter d'avoir des étoiles. C'est vrai qu'il ne devrait pas tenir compte des valeurs qu'il a calculées de l'étoile, mais souvent on a un ring moto qui va faire que c'est pas. Puis on est aussi confronté au fait que, étant donné qu'on a un gradient très prononcé en bordure, bien effectivement, oui, s'il pogne une étoile qui est ici, il n'en tiendra pas compte. Mais il va peut-être tenir compte des premières bandes, parce que là, il va dire, oh, ici, là, ça respecte mon critère de tolérance, une partie de la superficie de l'étoile. Il faut juste faire attention. C'est ça, le halo autour. Ouais, puis le halo, s'il se trouve à être fort dans le violet, ben il va te faire un... OK, fait que je vais juste passer à travers vite, là, pour voir s'il n'y a pas des trucs. Comme vous voyez, il y en a un autre ici. OK? Bon, je ne les ferai pas toutes, mais... Tu regardes les valeurs ou tu regardes les étoiles? Je regarde ici, là, dans ça, là. Regarde bien. Où tu contrôlerais celui-là, là? Attends un peu, il y en avait... Bon, ici, là, j'en ai une. Là, vous voyez, là, je regarde ça ici, là. Ça, c'est la bordure d'une étoile. OK? Bon, ben, c'est le pixel qui est ici en plein milieu, là. C'est le point qui est ici, il est jaune. OK? Ça se contrôle. Moi, j'ai bien de la misère, je suis daltonien, là. Je suis pas capable de voir le vert et le brun, là, c'est bien contrôlé. Il est vert. Je m'en venais à Montréal vendredi passé, puis ma blonde elle disait, on voit pas ça souvent des chars bruns. J'ai où ça, le char brun? Il est vert, ce char-là. Non, il est brun. C'est vert, effectivement. Moi, je le vois jaune, mais c'est vert. Puis, on peut changer la couleur du point d'échantillonnage. Regardez aussi, il y a des rouges. C'est pour les bad samples. Si, par exemple, je mets un point à mitaine sur une région que lui, il n'aurait pas choisi, qui ne respecte pas mes critères de sélection de background, il va me le mettre rouge. Je vais dire, regarde, lui, tu viens de le mettre là, mais moi, je ne le prends pas. OK? Donc, l'étoile va être ici, puis c'est ce point-là qui est là. Okay? Qui est vert. Je vais le laisser de même, lui, on va voir si ça fait quelque chose. Bon, puis je les passe vite, puis je m'aperçois que, bon, tout est correct. C'est bon. Oups, celui-là ici, OK, ça, on est en bordure. Parfait. OK, fait que je ferme ça. Ici, c'est mes paramètres de modèle, la tolérance que j'ai mis à 2. La relaxation, écoutez, je ne m'en sers jamais. Expérimenter. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire sur celui-là. Le smoothing factor, c'est vraiment est-ce qu'il va lisser mon modèle ou s'il va passer par tous les petits points. OK? Modèle paramètre ici, c'est le centre de symétrie, puis ainsi de suite, là. Moins pertinent. Sample generation, c'est ce qu'on vient de voir. On pourrait aussi mettre plus d'échantillons par ligne. Bon, on en met 10. Normalement, c'est suffisant. Le poids minimal d'un échantillon, c'est 0,75. Ça veut dire qu'il va aussi paramétrer en fonction. Il va accorder à chaque échantillon un poids en fonction
des statistiques qu'il y a dans le point d'échantillonnage. On veut que le minimum, en bas de ça, il ne le prendra pas. OK? L'image modèle, ben ça, c'est l'image du modèle du background qu'il va générer. Il va être sous-échantillonné de 2, ça veut dire que ça va faire une image plus petite. Mais le restant, c'est. Si on veut lui donner un nom, on peut l'appeler background, quelque chose de même. Ainsi de suite. Le target, ben, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soustrait? Est-ce qu'on divise? Est-ce qu'on normalise l'image résultante? Est-ce qu'on discarte le modèle de background? Et si je remplace l'image, remplacer, ça veut dire que l'image que vous aviez avant n'est plus là. C'est la nouvelle image, c'est votre image qui est ici est remplacée par celle qui a été créée. On ne veut pas ça, on veut conserver l'image originale. OK? Donc, je fais une soustraction, je veux voir mon modèle, donc je ne veux pas qu'il discarte. Et le format, même que l'image. OK? En passant, PixInsight travaille toujours en 32 bits. OK? Donc, s'il n'y a pas d'information perdue à cause de conversion vers du 16 bits ou vers du 8 bits, vous ouvrez un fichier JPEG en 8 bits et l'image avec laquelle vous travaillez, il travaille en 32 bits. Okay. Je vais faire rouler ça. Je traverse mon petit triangle et je vais partir à partir de ce modèle-là. Je passe chacun des canaux un après l'autre. Voilà, donc mon background qui est ici, je vais juste vérifier avec l'auto-stretch pour voir qu'est-ce qui se passe. Bon. Oui? Il y a plus le même modèle sur chacun des canaux? Non. Non. Regarde ici, si je viens chercher mon rouge, ça c'est mon modèle rouge, ça c'est mon modèle vert, ça c'est mon modèle bleu. Le bleu, là, il n'enlève pas grand-chose. OK? Si je regarde ici, là, il enlève 0.008. OK? J'ai mon point d'échantillonnage 0.008. Dans le vert, 0.01. Et dans le rouge, 0.01. OK? À chaque fois que je pars un process, c'est tout le temps le part noir qui me. Ouais. Je veux pas qu'elle apparaisse. Dans les préférences, là. Mais dans les préférences, tu peux, oui. Auto-hide, là. OK, fait que je vais discarter ça, puis je vais regarder mon modèle, puis on va partir de ça. Pas mon modèle, mais ma nouvelle image. Bon, c'est bon. Peut-être qu'on pourrait faire mieux, mais moi, je considère que c'est pas pire. OK? Qu'est-ce qui te fait dire que tu considères que c'est pas pire? Ben, je trouve que le fond est assez lisse. Il y a peut-être des zones qui sont une petite affaire, mais tu sais, j'ai plus de motonnage là, de zones où est-ce que j'étais plus vert. C'est vraiment plus lisse. J'ai peut-être des petits trucs ici. Okay? Puis là, c'est là qu'on voit le potentiel de l'image. Parce que ce que j'essaie de voir, c'est que mon image finale, ben, je vois un peu, évidemment, cette portion-là ici de M51. Ceux qui ont vu des images vraiment très profondes de M51 savent qu'il y a une espèce de cône qui fait ça comme ça ici, qui vient jusque-là. On ne le voit pas du tout. Notre image n'a pas exposé assez longtemps. Par contre, on a le pouce ici, qui est... On est... Tu as 15 images. Hein? Oui, j'ai 15 images, c'est ça. Ouais. Donc, ça nous montre qu'est-ce qu'on est capable de sortir. On va probablement avoir aucun problème à voir la nébulosité qui est en haut du compagnon de M51, puis peut-être un peu du pouce, puis la portion en bas ici, on est bon. Mais autrement, il n'y a pas d'autre chose. OK. Je vais fermer la fenêtre de Dynamic Background Extraction. Je considère que je suis satisfait avec ça. OK. Je vais regarder mon histogramme maintenant ici, puis je vais aller sélectionner celle-là ici, Benning, je vais la fermer. OK. Si besoin, je vais faire Yes. OK. Ça, c'est ma nouvelle image. Je viens la sélectionner ici. OK. Et là, je regarde mon histogramme. Les deux. Même celle avec. L'original, la Binding. OK. Mais celle avec DBE. Il y en a une DBE. Ici, celle qui a DBE à la fin pour Dynamic Background Extraction, c'est elle qu'on garde. Je vais-tu. Ça va-tu? OK. Non, c'est bon, ça arrive, là. Le fait que l'image
l'image avec du gradient, c'est juste parce que tu as fait un mauvais flat field. Non, non, le flat field était parfait parce que ma couche rouge, ma couche bleue était aucune tache. OK? Tu jaloux? Aucune tache. Non, mais pas de poussière. OK? Pas de poussière. Il y avait peut-être encore un résiduel de vignettage, mais il n'y avait certainement pas l'équivalent qu'il y avait sur la couche verte. Vous vous souvenez, j'ai fait la couche verte, puis ça. Bon, c'est ça. C'est vraiment dans le vert. C'est pour ça que. Conseiller d'en faire, même avec une DSLR, c'est mieux d'en faire pareil. Les flats, oui. T'en fais juste un set parce que tu as les 3 images, les 3 couleurs en même temps. Mais t'en fais, puis là, des flats, moi j'en fais à peu près 80, là. 40, ouais. Ben, tu sais, c'est que ça va vite, là. Tu pèses sur le piton, puis tu poses le ciel, flac. C'est un DSLR, c'est pas comme une caméra CCD que ça prend 20 minutes. Ça prend. Ben là, ça prend le jour. OK, donc ça, c'est notre image. La prochaine étape, puis là, je vais essayer de. Ça va être. Prochaine étape, j'ai dit, bon, réduction des gradients, on peut cocher ça. Neutralisation du fond du ciel. Normalement, quand on enlève les gradients, le fond du ciel devrait être pas pire. OK? Ici, si je regarde mon image, pourquoi je dis pas pire? Ben, c'est parce que chaque couche est traitée différemment, puis on enlève un modèle de background. OK? Pour chacune des couches. Fait que s'il y a des disparités, puis le vert ou le bleu ou le rouge sont plus hauts, ben ils vont être aplatis en enlevant le gradient. Okay? Parce qu'il y a une quantité fixe. Il y a un plancher qui est enlevé, une valeur plancher qui est enlevée pour chacune des couches de notre image. Fait que ça, normalement, ça devrait ramener toutes les couches de notre image à des valeurs similaires. Si je regarde ça ici, vous vous souvenez tout à l'heure que pour mon bleu, mon vert et mon rouge, les autostretch étaient comme pas mal différents. Le rouge était ici, le vert était là, puis le bleu était là. Là, mon autostretch pour mon image, il y a le bleu, le vert sont presque pareils, le rouge, un peu différent. Okay? J'ai peut-être un peu de rouge, j'ai peut-être un problème avec mon fond du ciel pour le rouge. On va régler ça en faisant une normalisation du fond. Comment on fait pour normaliser le fond? Ça nous prend un échantillonnage représentatif du fond du ciel dans notre image. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le preview. C'est la petite page ici qu'on avait tout à l'heure verte. Elle est verte, elle? Ouais. OK. Je clique là-dessus et je viens sélectionner, mettons, tout ça ici. OK? Comme échantillon pour mon fond de ciel. C'est assez représentatif. J'ai beaucoup de fond de ciel dans cette portion d'image-là. OK? Puis, c'est ce que je vais utiliser. Je vais tout de suite aussi, pour la prochaine fonction de calibration des couleurs, venir choisir, et là, c'est un choix éditorial, OK? Dans le sens que c'est l'utilisateur qui décide un peu ce qui est applicable ou pas. C'est que on va neutraliser le fond du ciel, puis après ça, on va calibrer les couleurs. Pour calibrer les couleurs, ben, ça nous prend une référence de blanc dans notre image. On va des fois utiliser Excalibrator, que Yves utilise, qui va utiliser des étoiles G2V, dont le spectre de lumière, la signature lumineuse est connue, puis qui va appliquer des facteurs de correction pour dire, ben, ces étoiles-là devraient être blanches. Ben, c'est quoi les facteurs de correction dans mon image pour que les étoiles apparaissent comme étant blanches? Fait qu'il les trouve, puis après ça, on calcule une valeur moyenne. Ici, c'est possible de faire ça, mais pas directement avec Excalibrator. On pourrait puncher les valeurs que Excalibrator donne directement, puis obtenir une balance des blancs. En fait, quand on dit calibration des couleurs, c'est une balance de blanc. C'est de déterminer qu'est-ce qui est blanc dans notre objet, puis on calcule les facteurs à appliquer à chacune des couches pour que les objets blancs deviennent blancs. Ici, la technique que je vais utiliser, c'est une technique qui consiste à conceptuellement penser que toutes les étoiles de la galaxie M51 et de son compagnon à côté ont une signature globale blanche. OK? C'est peut-être pas dans l'absolu vrai, mais c'est une prémisse qu'on peut considérer comme valide. Surtout que l'objectif principal, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un cœur de galaxie jaune, idéalement, puis un pourtour bleuté. C'est normalement le patron qu'on a. Évidemment, il y a probablement des galaxies qui répondent pas à ce critère-là, puis c'est tout jaune ou presque tout bleu, mais on sait avec des images qu'on connaît bien dans le 51 que c'est pas mal le cas. Il y a un cœur plutôt de vieilles étoiles, et avec une bordure, dans les bras ici, on va avoir des étoiles qui sont un peu plus bleutées.
Alors, je vais dire à PixInsight, utilise la référence, cette galaxie-là comme référence de blanc et applique les facteurs de correction. Pour faire ça, non, parce que l'étoile à gauche, je ne sais pas c'est quoi sa couleur. C'est un point d'échantillonnage. Si je savais c'est quoi sa couleur absolue, je pourrais dire, mais c'est un point d'échantillonnage. Fait que ça ne donne pas souvent des résultats très... C'est faisable. C'est ça la méthode G2V. La méthode G2V, c'est des étoiles de type spectral identiques au Soleil. Puis on dit, bon, ben, on va avoir une lumière calibrée à peu près comme celle du Soleil. Bon, c'est aussi un élément valide. Souvent, ça donne des résultats qui sont différents, par exemple, de ce qu'on va utiliser aujourd'hui. OK, donc je vais prendre un preview, OK, qui va englober M51. Donc, je viens chercher ici mon petit preview, encore, et je me fais un deuxième preview qui va englober M51. Donc, première des étapes. Ensuite de ça, je vais juste minimiser mon truc d'histogramme ici. Je vais minimiser aussi mon Screen Transfer Function. C'est minimiser, là, c'est espèce de petite flèche par en haut avec le petit chapeau, là, l'enclume, s'il vous plaît. OK, je me ramasse avec juste ça ici. D'accord, pour faire un peu de ménage. Je viens dans Process et je vais dans Color Calibration, Background Neutralization. Ça va être pour neutraliser. Salut! À la prochaine! Donc, on vient ici faire la calibration du fond du ciel, donc la neutralisation du fond du ciel. Et ce que ça me demande, c'est une référence, une image de référence. L'image de référence qu'on va utiliser, ça va être notre preview numéro 1 qui contient notre fond du ciel. Évidemment, il y a des étoiles là-dedans. OK? On va s'organiser pour ne pas les avoir. Ici, j'ai mon preview numéro 1 et ma limite inférieure, ça va être 0. Et ma limite supérieure, ben, je viens voir, je vais venir inspecter. Je viens inspecter mon image. Là, j'avais cliqué sur Preview ici. Il faut que je revienne sélectionner mon autre outil qui est ici. Je clique là-dessus. Et je viens voir à quoi ressemble mon fond du ciel. OK? Fait que là, je vois 0.02, 0.03, 0.03. Et là, ça, c'est du ponctuel. OK? C'est vraiment ponctuel. Peut-être que c'est pas assez. J'aurais besoin d'un autre décimal. Vous vous souvenez tout à l'heure? Je viens ici. Le range, je le mets à 4. Je viens rééchantillonner ici. J'ai un autre décimal. Alors là, j'ai 0024, 0025, 0027. Bon. Si j'approche d'une étoile, OK? Grossir, c'est ici dans la petite flèche en bas. Oups. Ah, dans Normalize Real Range. J'ai choisi 1 E à la moins 4. Ben, mon probe size, je pourrais avoir une moyenne. Là, je me promène sur 1 puis je regarde c'est quoi le maximum. Ce que je pourrais faire, puis l'observation est bonne, Mario, je pourrais dire mon readout mode, je vais avoir le maximum. OK? Puis, je vais le prendre sur mon 16 sur, mettons, 15. Fait que là, je viens ici et je vois que, vous voyez, ça a changé. Je me promène et là, j'ai 0.038, 0.035, 0.0035, 0.0035, 0.0. Fait que là, il me donne la valeur maximum pour chacun des canaux sur la zone d'échantillonnage que j'ai. C'est ça que je vais aller chercher. Je vais ramasser les échantillons du fond sans ramasser les étoiles. Fait que si je viens ici, là, je vois que je viens de monter, je suis à 0.09, 0.06, 0.05. OK? Ouais, il y a la couleur. Ah oui, tout à fait, il y a la couleur. OK, fait que je viens ici encore dans mon background, 0.037, 0.034, 0.033, 0.004, pardon. Fait que je vais... Ouais. Je suis allé dans... Dans Probe Size, j'ai mis à 15. Le dernier en dessous, là, ici, là. Probe Size, j'ai mis à 15. Fait qu'il il va me montrer le maximum des valeurs que j'ai sur dans un carré de 15 par 15. Ouais, donc, la pixel maximum dans ce... Ouais, c'est ça. Parce que moi, je vais aller chercher la valeur maximum du fond du ciel. Je veux qu'il me ramasse tout ça. OK? Je me promène là-dedans, puis je vois que... Ouais. C'est marqué R, c'est marqué 1942, G, 531. Ah là, c'est parce qu'il faut que tu ailles dans... Va dans Normalize Range, puis t'es-tu à 1 exposant moins 4? Non, je t'arrive. OK, mais sélectionne. Il n'est pas en 0 et 1, il est en 0. Ah, c'est bon, correct.
C'est bon? Je viens de mettre OK, good. OK, donc là, je me trouve à déterminer que, ben, probablement que 0.004, là, ça ramasserait pas mal tout mon background. OK? Fait que je viens ici, ma upper limit, puis je la mets à 0.004. OK? Je prends mon petit carré, 0.004, mon petit carré, je le déplace sur mon image, et là, il va neutraliser mon fond. C'est le upper limit qui a changé? Le upper limit. Moi, je ne veux pas qu'ils prennent des échantillons en haut de ça. OK? Je vais juste aller voir mon histogramme. OK? Ah, il l'a encore mis en rouge. Donc, je vais dire, quand même un petit peu. C'est trop étrange. Je sais qu'il ne l'a pas calculé. Il va y avoir quelque chose dans quelque part qui a des valeurs très basses. Ça fait quoi, ça? Ça calibre le fond du ciel, ça égalise les valeurs du fond du ciel. Donc, j'ai pas de dominante rouge, bleu ou rouge dans le fond du ciel. Et visuellement, ça se peut que tu ailles rien. Ouais, visuellement, ça se peut que ça ne paraisse pas du tout parce qu'on a déjà, supposons qu'on vit dans un monde parfait au Chili, dans une place où il n'y a pas de pollution lumineuse. On prend des filtres, il n'y a aucun gradient dans notre image. Ben, le rouge, le bleu et le vert ne sont pas nécessairement au même niveau. Fait qu'on veut les ramener pour que le fond du ciel soit gris. Ben, gris. En tout cas, que les trois, la valeur de chacun des trois couches soit égale en intensité. OK? Dans Deep Sky Stacker, il y a une fonction, souvent l'image va sortir de Deep Sky Stacker déjà avec le fond normalisé. Ça s'appelle, je sais pas Normalized Background, mais en tout cas, il y a une option à quelque part qu'on coche, puis ça sort une image plate. Neutralized Background, ouais, c'est ça. Dans Nébulosité aussi, il y a une fonction Neutralized Background. Il y a plein de... Ouais. Il y a de quoi qui m'échappe, il y a un concept peut-être que je ne veux pas. Est-ce que quand tu égalises ton fond de ciel, ça ne devrait pas déjà être dans la première étape que tu as fait tantôt? Est-ce que tout le fond de ciel ne devrait pas être uniforme? Oui, en enlevant les gradients, normalement, ça devrait l'être. Alors, la neutralisation, c'est quoi? C'est comme une neutralisation de fond de ciel? Si tu n'as pas de gradient dans ton image, tu n'as pas fait de neutralisation des gradients, ben, ça va ramener tes valeurs, parce qu'ils peuvent être... chaque couleur peut ne pas avoir de gradient, mais ils peuvent être à des niveaux différents. Ton fond du ciel, tu l'as animé à 200 mètres de l'eau. Ouais. Non, même pas. C'est vraiment... Parce que toi, tu es dans la CCD, tu as des filtres. Mais chacun de tes filtres, est-ce qu'ils ont un ratio 1-1-1 quand tu les exposes? Ouais, tu sais, mettons que tu exposes 1 minute avec un filtre, à 1 minute avec chaque filtre, puis tu fais une image RGB de ça, est-ce que ça te donne du gris? Ça me donne n'importe quoi. C'est ça. Fait qu'il faut que tu normalises après pour avoir... Mettons que tu poses un carton gris avec ta CCD, tes 3 fils, ben là, tu regardes, ça, c'est gris. Fait que quand tu les combines, si tu n'as pas du gris, ça veut dire que ton background n'est pas neutralisé. Il est pas... J'appellerais une balance des couleurs. Non, c'est pas la balance des couleurs. Ben écoute, oui, dans la caméra, tu vas souvent poser un carton gris pour faire ta balance des couleurs. Mais le fond du ciel puis la balance des couleurs dans PixInsight, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que ton ciel est normalisé que tes couleurs sont bien calibrées. Enfin, j'ai mis le readout. Moi, la mine, j'ai appliqué, j'ai rien changé dans Upper Limit. Ouais. Quand je porte mon curseur, il marque 0,03 pour les 3 RGB. OK. Là, c'est comme si c'était neutralisé. Oh, oui, c'est assez neutralisé. Je voyais trop les différences. Ouais. Ouais. OK, donc ça, c'est ce que ça donne. Je vais juste revenir voir mon... J'essaie d'aller plus vite un peu parce que je vois le temps qui file, puis je trouve qu'on n'avance pas nécessairement très, très vite. Là. Bon, là, j'ai mes 3 histogrammes ici. Là, mon rouge commence avant, mais regardez, on va le laisser comme ça, puis on va procéder avec la calibration des couleurs tout de suite. OK? Mais je pense qu'il est quand même pas si mal. En tout cas, il semble avoir peut-être une certaine teinte, là, mais on est dans l'autostretch. De toute façon, tout à l'heure, notre image finale, il y a beaucoup de bruit ici. Le niveau d'intensité va être moindre que ça, puis on ne verra pas la granulosité qu'il y a là-dedans. Ouais, l'autostretch est assez agressif. Oui, c'est assez agressif. OK. Prochaine étape, dans Process Color Calibration, ici. OK.
vous l'avez, color calibration. C'est le même concept, sauf que j'ai deux éléments. J'ai une référence de blanc, OK, que je vais dire, ça va être mon preview numéro 2, OK. Mon lower limit, ben, je veux pas que, là, je vais venir voir ici à l'intérieur, là. OK. Je veux pas qu'il ramasse des trucs dans mon preview ici qui sont 0.004, 0.035, 0.0. Je vais mettre 0.004. OK? Je le laisse à 0.9, fait qu'il va ramasser tout ce qu'il y a là-dedans qui va jusqu'à 0.9. Ici, la détection des structures, je vais le décocher parce que je ne veux pas qu'il charge des structures là-dedans. Je voudrais qu'il charge des structures si je voudrais avoir, par exemple, un champ d'étoiles, comme un amas globulaire. J'ai fait ça avec une image, avec l'image de qui, là? Avec l'image de Daniel Borcard, il y avait un M13 qui a fait un moment donné, puis il me l'a envoyé, puis j'ai montré un exemple, puis j'ai choisi toutes les étoiles de l'amas globulaire en faisant une détection de structure. Fait qu'il sort toutes les étoiles, puis après ça, il fait le white balance sur ça. Fait que là, on veut qu'il prenne les valeurs moyennes. Si j'avais des valeurs de X-Calibrator, c'est ici je viendrais les mettre dans Manual White Balance, je mettrais ça là. OK? Puis, je sais que tu utilises ça. Oui, le seul problème, c'est que Excalibrator, il va prendre le rouge, puis les autres multiples. Ouais. Grand, puis lui, il fait juste l'inverse. Ouais, faut que tu fasses un petit. C'est ça. Ça écœure un peu. Wow. C'est bien difficile. OK. C'est que ça introduit des erreurs. Ouais. Ici, il y a Output White Reference Mask. Je vais cocher ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va me sortir une image qui va me montrer quelles sont les régions qui ont été utilisées pour faire la balance de blanc. OK? Et ensuite de ça, je lui donne une référence pour le fond du ciel, qui était mon preview numéro 1 que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais y mettre, lui, la même chose que tout à l'heure, probablement 0.004, qui est souvent, je vous dirais, la même valeur que ce que j'ai mis en haut comme lower limit, je vais la mettre comme upper limit. Fait que dans mon image, ce qui est entre 0 et 0.004 va servir de fond. Ce qui est en haut de 0.004 dans mon image de blanc va servir de référence de blanc. En référence de par exemple, pour previewer, c'est une grosse étoile dedans. Oui, mais l'étoile est en haut. La upper limit 0.004. Cette étoile-là est en haut de ça. Fait que lui, il arrête là. Elle est ignorée. Je vais aussi demander d'avoir un output background, puis là, on va voir si elle est vraiment ignorée. Je vais aussi demander d'avoir un output background reference mask, et j'envoie mon petit triangle sur mon image. Donc là, je calcule les facteurs. Vous les avez peut-être pas vu passer. Et vous voyez ici, ça c'est ma référence de fond du ciel. Il a enlevé les étoiles. C'est bon. Ça a une gueule que je trouve intéressante. Là. Il n'a pas pris d'étoiles dans ça. Fait que ça, je peux le fermer. Et voici ma référence de blanc pour la galaxie. OK? On va voir ce que ça donne. OK? Là, je vous dirais que probablement que la meilleure façon de savoir si ça va fonctionner assez bien, ben, c'est peut-être de faire un essai rapide. Puis, juste faire, par exemple, un duplicata de mon image. Je vais prendre l'onglet qui est ici, j'envoie à côté. Et je viens de créer une deuxième image pareil. OK? Et là, je vais lui faire rapidement, là, si je veux voir si ma calibration des couleurs a fonctionné, je vais faire deux choses. Je vais faire un stretch sur mon image, puis après ça, je vais augmenter la saturation. Fait que je fais un premier stretch, bien basique, je ne fais pas de folie, puis après ça, j'augmente la saturation, puis je regarde les couleurs qui sortent. OK? Fait que je prends cette image-là, je la mets à 1, je vais faire un stretch ici, comme ça, assez, peut-être pas nécessairement très réfléchi, OK? Je vais regarder, je vais juste enlever le stretch d'écran, l'auto-stretch, je viens cliquer ici sur mon reset, mon image devient noire, et je clique sur mon petit preview qu'on a vu tout à l'heure pour voir mon image. OK? Bon, est-ce que je peux stretcher encore un peu plus? Oui. OK. Ouais, c'est bon. Clique. Ouais, je peux aussi, mais souvent ça va un peu trop loin. OK, donc, je viens voir mon image. OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la fonction
C'est juste une vérification pour voir si ma balance de blanc a bien fonctionné. Je vais dans Process. Je vais revenir. OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon image, puis je viens de la sortir de ma calibration des couleurs. Mais c'est difficile de savoir mes couleurs, est-ce qu'elles sont bien calibrées, parce que tout est désaturé. Hein? Il n'y a pas énormément de couleurs dans ça. Est-ce que ce que j'ai fait comme calibration de couleurs, c'est correct ou ça ne l'est pas? C'est difficile à dire. Est-ce que, avant de commencer à faire... Parce que si j'ai une erreur dans mon truc ici, que je n'ai pas pris les bons niveaux pour calibrer mes couleurs, ben, je vais le savoir juste à la fin, quand je vais arriver pour augmenter la saturation des couleurs, si je suis correct ou pas. Je veux le savoir tout de suite, moi, est-ce que je vais travailler sur cette image-là ou s'il faut que je corrige ma calibration des couleurs? Okay? Fait que ce que je fais, c'est que je vais faire une image, un duplicateur de mon image, je vais faire un stretch dessus rapide, puis je vais augmenter la saturation, je vais regarder le résultat. Je vais dire, ah, OK, ça a de l'allure, mon cœur, ce que je cherche là, comme vision de M51, c'est un cœur un peu jaune, avec des bras avec du bleu dedans. OK? C'est ça que je cherche. D'accord? Ben, je fais un duplicateur de l'image. Pour faire un duplicateur, je viens cliquer sur l'onglet du nom de l'image ici, puis je le déplace à côté. Il vient de me créer une autre image pareille comme elle. Qui s'appelle clone. Je viens prendre ça ici. Je vais resetter mon String Transfer Function en cliquant sur ça ici. Mon image, qui est toujours en forme linéaire, on n'a aucun stretch de fait dessus, elle est toujours en forme linéaire. On a juste enlevé le gradient, calibré le fond, puis calibré les couleurs. Elle est toujours là. Je viens ici et je vais juste faire un petit stretch. Je la sélectionne, là. Je vais aller sélectionner mon clone. OK? Je viens y faire un petit stretch. Puis je regarde dans le preview ici, qu'est-ce que ça donne. OK? Je me stretch encore un peu plus, si je veux. Et je l'applique à mon image. OK? Donc ça, c'est mon image que j'ai obtenue en faisant un stretch. OK? C'est le stretch que tu as mis dans c'est le stretch que j'ai mis dans l'image. Là, l'image n'est plus en format linéaire. Elle était avant, j'ai stretché. Là, on a brisé la relation linéaire entre l'intensité, le nombre de photons qui arrivent sur le capteur, et l'intensité de ce pixel-là. Là, c'est brisé. OK? Fait que je viens, ensuite de ça, je viens chercher dans mon Process Explorer, dans Intensity Transformation, ici. Color Saturation. OK? Je vais dans Process Explorer, Intensity Transformation, Color Saturation. Et là, je viens ici, j'ai une courbe, pareil comme une courbe dans Photoshop, mais pour l'instant, elle est flat. Puis je veux la garder flat parce que je veux augmenter la saturation de toutes les couleurs en même temps. Donc, je viens prendre le petit ancrage qui est ici, puis je le monte par en haut comme ça. OK? Je vais juste activer mon petit preview qui est ici encore. La petite sphère avec la chose comme ça. Et je regarde à côté ce que ça donne. OK? Vous voyez, je désature. J'augmente un peu. Regarde ici là, ma souris. Là. Je clique sur l'ancrage à côté. Vous voyez un petit point jaune, vert. Je le déplace par en haut. J'augmente la saturation. Si on ne voit pas assez, tu peux monter ton range. Ouais, je peux monter le range aussi. Je peux monter ça comme ça, puis... Là, ça va être extrême. C'est ça, là, ça va être extrême. Ben, tu peux le monter ça. OK. Elle journasse un peu. Bon, OK. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec ma calibration des couleurs. Quoique, je dirais que ça, c'est avec Excalibrator, il faudrait voir ce que ça donne, mais ça se pourrait aussi qu'on soit plus proche de la vraie réalité que de l'objectif esthétique qu'on veut avoir. Tu sais, il y a toujours, en astrophotographie, là, on court toujours après un lapin, puis on pense qu'il est blanc, mais des fois il est jaune. OK? Fait qu'il faut faire attention. Là, est-ce que peut-être qu'M51, là, si on était au-dessus, là, puis avec beaucoup de lumière, puis avec des... Non, c'est ça que ça a l'air. Moi, je pense que c'est ça que ça va être. Ça se peut. OK? Mais on cherche à voir, puis là, il y a peut-être du bleu qui ressort, là, on le voit pas super bien. Mais vous voyez, mon fond du ciel, évidemment, tout à l'heure, quand on va augmenter la saturation, on va le masquer pour pas que ça fasse ça, là. Mais c'est le résultat qu'on va avoir. Moins fort que ça, parce qu'on ne boostera pas autant, là, mais ça va ressembler à ça. OK? Si je considère que ma calibration des couleurs n'est pas correcte, bien là, je retourne. Là, je n'ai pas fait 52 étapes.
Je retourne en arrière, je regarde qu'est-ce qui n'a pas marché dans mes... Des fois, je me suis trompé d'une virgule, j'ai mis 0,04 à la place de 0,4. Puis c'est des choses de même. Souvent, c'est quand on est complètement à côté de la traque, là, on a juste oublié de mettre un 0 en quelque part, puis on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Oui. La fenêtre, je vais la chercher dans Process Explorer. OK? Puis c'est dans le groupe Intensity Transformation. Color Saturation. Là, quand je la monte, moi, Ouais, ben, il faut faire attention, il faut que tu agrippes le petit poignet qui est ici. Si tu mets un point là, c'est un nouveau point, ça va faire une chose comme ça. OK? Il faut juste faire attention. Bon, alors si je suis satisfait de ce truc-là, puis là, je vous dirais que si j'avais à dire je le suis ou je le suis pas, je dirais je le suis pas. OK? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans mes paramètres. Il y a quoi de pas correct définitivement. Si je veux avoir du bleu là-dedans, il manque de bleu. Si on était dans Photoshop, ben, la réponse serait ben, tu prends ta courbe bleue, puis tu donnes un petit swing, puis tu vas faire sortir ton bleu avec un masque en quelque part, puis ça va sortir. C'est vraiment que tu as ton background de visualization dessus. Dans PixInsight, en tout cas, ma philosophie, c'est que rendu à cette étape-là, je juste vérifié comment ça sortait. Si je ne suis pas satisfait, ben, je ne commence pas à jouer avec les courbes. Okay? Parce que quand on joue avec les courbes, on brise la relation qu'il y a dans l'intensité de chacun. Même si mon image n'est plus linéaire, je brise la relation que j'ai dans mon information. Okay? Ce n'est pas nécessairement mauvais de le faire dans certains éléments, mais pour la calibration des couleurs, il n'y a plus rien qui va être vrai dans ça. Okay? Fait que je préfère retourner à ma calibration de couleurs, vérifier ce qui n'a pas fonctionné, puis recommencer, puis refaire encore cette étape-là, que de jouer avec les courbes et de dire ben, je vais remonter le bleu un peu, ou je vais la redescendre, ou je vais remonter d'autres couleurs. C'est un choix philosophique. Okay? Moi, c'est ça que je fais. Parce que j'ai comme une réticence à jouer avec des courbes individuelles et à dire je vais faire ça de même parce que ça me donne un beau résultat. L'objectif, au final, il est pareil. Okay? C'est d'avoir une image qui est cosmétiquement plaisante. Il ne faut pas se cacher que l'objectif, c'est de faire une image qui est plaisante et qui a aussi qui représente quelque chose de réel. On n'invente pas quelque chose. Quand on modifie des courbes individuellement, moi, je pense que le risque qu'on introduise quelque chose qui n'est pas réel ou qui est cosmétiquement dirigé, je vous dirais, est plus grand que quand on fait la calibration des couleurs et qu'on obtient quelque chose qui, globalement, va être cohérent. Okay? Ça peut être discutable, puis je ne mettrai pas ma main au feu pour ce genre de débat-là, mais c'est un débat qui a lieu dans l'astrophotographie. C'est qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous allez voir à un moment donné des débats. Je suis sûr que Rémi, à la fin du mois, c'est à San Francisco que tu vas... à Los Angeles, ben, c'est le genre de débat qui se tient souvent dans ces endroits-là. C'est qu'est-ce qui est cosmétiquement acceptable en astrophotographie par rapport à qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que... La réponse à ça, c'est, dans le fond, l'année passée, c'est une partie des présentations. Ouais. C'est que tu vas aller en France, voir des galeries d'art, tu vas voir deux pièces qui ont deux peintures du même objet ou de la même région. Quelle est la plus réelle? Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est celle que tu aimes. Exactement. Mais le chemin pour y arriver, en tout cas, tant qu'à moi, le chemin pour y arriver, ben, on choisit nous autres mêmes. C'est ça. Mais moi, je vous dirais, puis la calibration des couleurs dans PixInsight, il y a un outil qui est puissant. C'est juste que des fois, si on ne le contrôle pas bien, ça ne donne pas des bons résultats, ça ne donne pas les résultats qu'on veut. Il faut juste apprendre à le faire fonctionner. Et là, ben, je vous dirais, personnellement, je retournerai voir mes paramètres de mon... je retourne dans le script, Color Calibration, je reviens à mon image originale, je vais fermer celle-là parce que c'est juste un duplicata. Je reviens à mon image originale, je vais juste enlever, si je viens ici et je fais Undo, là, je viens en haut là, Undo Color Calibration, je l'enlève, OK, et je me réessaye avec d'autres choses, OK. Et là, je peux me réessayer une soirée de temps, là. C'est vrai, c'est ça, là. C'est ça, OK? Mais mon feeling, c'est que quand on utilise un outil de calibration de couleur globale pour l'image, ben, il y a une cohérence dans la méthodologie qu'on n'a peut-être pas quand on commence à jouer avec les courbes pour avoir quelque chose. Que peut-être le résultat va être pareil à la fin du compte, puis peut-être que visuellement, les gens ne seront pas capables de faire la différence entre une image qui a été faite d'une façon et une image qui a été faite de l'autre façon.
Mais personnellement, je préfère utiliser la cohérence plutôt que, disons, l'arbitraire de jouer avec une courbe en disant, bah, ok, là, c'est correct, puis tout le monde est content. J'ai mon cœur jaune puis mes bras bleus. Bon. Fait que je regarde ça ici, puis je vérifie pour voir .004, lower limit. Je vais revenir pour voir inspecter ça. Mon background, je trouvais qu'il était correct. Peut-être que c'est dans mon blanc que je suis allé chercher. C'était trop jaune. Fait que peut-être que ma boîte de mon preview, il est pas correct. Là. Normalement, je le fais pas mal comme ça. Ouais, ben c'est sûr que là, j'ai beaucoup de jaune dans mon preview. Surtout dans le bout en haut. Mais écoute, globalement, c'est pas ça qui devrait influencer beaucoup. Moi, j'ai une M45 ici. Ouais. Il y a de la glossée là-dedans, j'en bloque pas là-dedans. Avec M45, c'est bien difficile d'avoir une référence blanche. Ouais. Fait qu'il faut que tu prennes peut-être toutes les étoiles de ça, mais encore là, les étoiles sont bleutées. Fait que tu sais, c'est pas évident. Là. Ça, c'est un beau problème. Oui. Ici, ouais, non, c'est un ou l'autre. Si je sélectionne ça, mais ma référence de blanc en haut, elle tombe. Fait que, mais effectivement, je pourrais dire, par exemple, dans mon Process Console, qu'il a appliqué les facteurs de 1 en rouge, de 1.33 au vert, de 1.5. Je peux essayer à 1.6. Ça donne. Oh, effectivement, le raisonnement est là. Si j'essaye ça, si je mets ça à white ici, puis je regarde qu'est-ce qui a été mis. Ouais, 1.3. Ouais, Jean, écoute, j'ai jamais fait ça comme ça, mais je mets 1.3 dans le vert. Je mets 2. Oups. Ah non, c'est ça, il faut que je fasse 1 sur. Fait que, mettons, un bleu, je le mets à 1. Le vert, le rouge, il faudrait que je le mette à 0.5. Ouais, c'est ça. 0.5. Bleu, je le mets à 1. Puis, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que quand il passe ici, il calcule des trucs à 1 point quelque. Puis, non, c'est la même affaire. Ouais. Puis le vert, il faudrait que je mette 1.3 divisé par 2. Ouais, mettons, je mets point. Vous êtes bon à maths, vous autres? 0.65. Je te l'ai dit que je n'aimais pas faire des correspondances. OK, je comprends, là. On va voir ce que ça donne. Mais après ça, c'est le dernier essai qu'on va faire. Ça, c'est mon white, mon background. OK. Ouais, déjà, en tout cas, moi, ici, à l'écran, là, ça a une gueule pas mal plus. Ouais. Ça va être plus bleuté. OK, fait que je vais juste refaire encore la même chose. Si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez. Je fais un duplicata de mon image. Je vais annuler mon Screen Transfer Function. Puis je vais refaire un stretch, le même stretch que j'ai fait tout à l'heure. OK, à mon image. Je fais mon preview. OK, puis là, je peux, évidemment, les facteurs ne sont pas pareils. Tout ça comme but d'envoyer ta galaxie. Tout ça, ben blanc, c'est ça. Fait que là, ce que je veux voir, c'est est-ce que je veux confirmer que le résultat à la fin va être dans les couleurs que je m'attends. OK? Donc, j'applique ça, c'est bon. OK? Puis après ça, je vais, une fois que c'est appliqué, je vais aller dans ça c'est la calibration des couleurs, je vais revenir, je vais dans Process Explorer, dans Color Saturation, et je vais juste vérifier pour voir. Bon, peut-être un peu mauve, là. Mais ouais. Ben, tu sais, vous voyez le concept un peu, là. Tu sais, j'ai appliqué une calibration de couleurs sur l'ensemble. C'est parce qu'il faut comprendre que quand on fait une courbe et des trucs de même, ben, les étoiles, les autres, ils ne suivent pas nécessairement la même logique avec la courbe parce qu'ils vont se situer plus haut. Fait il faut faire attention que la couleur de mes étoiles soit aussi, tu sais, ça se tienne un peu aussi avec le restant. Fait quand on utilise la routine de calibration de couleur, ben, la calibration de couleur est appliquée à l'image au complet, et non pas juste à certaines régions quand on fait une courbe. Il faut faire attention. Là, moi, je vous le dis, là, je suis un peu daltonien, fait que des fois, je trouve que je n'ai pas les super bonnes couleurs, mais je dirais qu'elle a peut-être un petit peu de rose. Elle est peut-être un peu bon. Elle est sursaturée. Oui, elle est sursaturée, effectivement. Ça dépend des grains, c'est ça. Ouais. Mais on n'est pas venu devant
contraint à faire ce que tu disais qu'on ne devait pas faire, c'est de commencer à ajuster les... Oui, mais on le fait d'une façon rigoureuse pour l'ensemble. C'est ça que je dis, on le fait d'une façon où est-ce qu'effectivement, on choisit des facteurs. OK? Mais Excalibrator nous permettrait de choisir des facteurs en fonction de valeurs qui sont prises sur des étoiles qui ont un type spectral pareil comme le Soleil. Là, bien, évidemment, est-ce qu'on cherche l'absolu? Si on cherche l'absolu, bien, on va vers des choses comme Excalibrator, ou ce qu'il va nous dire. Mais encore là, est-ce que c'est aussi valable? Moi, ce que je trouve, c'est que c'est quand on joue avec les courbes pour avoir des résultats avec les sliders, mais là, on n'applique pas nécessairement les mêmes facteurs aux valeurs qui sont hautes dans notre image par rapport aux valeurs qui sont plus basses. Alors, on va, oui, corriger les couleurs pour la galaxie, mais il faut aussi corriger les couleurs pour les étoiles. Puis c'est pour ça que c'est là que je dis, moi, je préfère un outil qui est cohérent, pas dans le sens hey, t'es incohérent, toi, non, cohérent dans le sens que la méthode qui est utilisée est robuste, puis elle s'applique globalement à toute l'image. C'est surtout ça. Le résultat final, moi, ce que je cherche, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir quelque chose de jaunasse dans le milieu, puis bleuté autour, pour avoir la représentation. Mais je me trompe peut-être, puis je me trompe certainement d'une certaine manière, parce que où ça commence à être jaune, où ça finit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Je ne sais pas. Comme d'assumer que la moyenne des couleurs de la galaxie, celle-là... Oui, bien c'est ça. C'est qu'on peut... Écoute, les gars dans PixInsight, là, il y a quelqu'un qui donne un exemple dans PixInsight d'une image qui était... C'est un exemple, là. Écoute, il prend une chenoute de galaxie, il dit la galaxie qui est dans le fond ici, dans le fond, il y a des petites galaxies dans le fond des images. Il dit cette galaxie-là ici, c'est ma référence de blanc. Il fait un preview gros de même, là. Après ça, il dit moi je prends ça comme référence de blanc. Écoute, l'image qui sort, là, c'est étonnant, très très étonnant. Et pourtant, il a pris, mais c'est du signal, ça vient d'un télescope de 2 mètres. Il y a énormément de signal. Les valeurs de couleurs qu'ils ont sont. On peut penser qu'ils sont plus proches de la réalité, mais écoute, son preview, là, il est gros de même, là. Tu sais, c'est pas grand comme ça, là. C'est gros de même. C'est une petite mini-galaxie dans le fond du ciel. Puis, il donne ça comme exemple. Il dit tous les pixels de cette galaxie-là ont été utilisés comme référence de blanc. Voici ce que ça donne. Là, tu dis, ouais, c'est vrai que ça donne un look qui est, disons, qui correspond à ce qu'on s'attend de la galaxie, tu sais, comme on la voit d'habitude. Ben, c'est ça. C'est juste un. Là, je me suis Martin. Oui. C'est là que je suis fait avec les dernières étapes. OK. Ben moi, en fait, ce que j'ai refait encore, c'est que j'ai juste vérifié pour voir. J'ai fait un duplicata de mon image, j'ai fait un stretch, puis j'ai augmenté la saturation pour voir globalement, à la fin de mon traitement, là, à quoi ça va ressembler, ce truc-là, en termes de couleur. Pas en termes de contraste, mais en termes de détail, mais en termes de couleur. C'est juste pour. OK? Là, il est. Écoute, normalement, dans la routine de calibration de couleur, le background est fixé, il est déterminé par ça ici. Qui devrait. C'est sûr que quand moi j'augmente la saturation, là il commence à sortir des patentes. Mais la saturation, tout à l'heure, on va l'augmenter sélectivement avec un masque qui va le faire pour les étoiles et pour la galaxie. Mais le fond du ciel, on va le garder. Oui. On aurait pu aussi peut-être prendre plusieurs spots de background, pour avoir des étoiles, faire une calibration de couleur. Oui, aussi. Écoute, ça, c'est l'expérience qui te dit. Il y a des gens qui vont, écoute, comme je disais tout à l'heure, pour la galaxie, il y en a qui vont venir prendre ce bout du ciel-là ici, là. Ils vont se faire un petit preview là, comme ça. Ils vont dire, ça, c'est ma référence de background. Puis ils obtiennent des résultats, là, à se jeter à terre, là. Tu sais, ça marche, là. C'est juste que là, pour le blanc, là, ils viennent prendre comme ici, là, il y en a une galaxie. Là, j'exagère à peine, là, mais tu sais, ça, c'est une galaxie, là. OK? Fait que là, ils viennent faire un preview ici. Ils disent, ça, c'est ma référence de blanc. OK? Là, évidemment, j'ai beaucoup de bruit. Fait que c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais dans leur image, cette galaxie-là, on voit les bras, puis on voit le cœur, puis c'est toute beauté. Fait que ça marche, parce que c'est bien résolu, puis il y a un signal, il y a beaucoup de signal. Là, ici, mon ratio signal sur bruit là, est faible. Là, fait que ça marche pas. Si tu avais uniquement un champ d'étoiles, sur quoi tu prendrais Ben, je l'ai fait avec une image de Daniel, avec M13. J'ai publié Daniel cet hiver, Daniel Porcard a publié une image de M13 qui était belle. J'ai fait la même image en 3 étapes, là, RGB, un stretch puis une saturation, mais la balance des couleurs était faite avec les étoiles de la mogobular.
Sélectionner la globulaire. J'ai sélectionné l'amas globulaire, j'ai dit, sors-moi les étoiles de ça, puis mets tout ça blanc. Fait que là, il y en a qui sortent jaune, il y en a qui sortent bleu. Celle du centre, les vieilles. Dans le cas des Pléiades, écoute, oui, c'est sûr que plus que tu as d'étoiles dans ton champ, mieux que ça. Mais tu sais, assumer que toutes les étoiles d'une image, tout mélangé ensemble, c'est blanc, ben c'est sûr que c'est peut-être pas vrai. T'sais. Mais si, par exemple, dans toutes ces étoiles-là, il y a des populations d'étoiles bleues, des populations d'étoiles jaunes, ben c'est sûr que si tu les utilises, tu fais une calibration de la couleur avec ça, puis tu n'as pas d'objet, disons, que ça pourrait donner des résultats étranges, ben, tu vas faire sortir des populations d'étoiles bleues, d'étoiles jaunes. Mais est-ce que c'est les bonnes, là, c'est une autre affaire. Mais dans le bouddhisme, c'est pas un but scientifique autant qu'artistique. Non, il faut. Non, effectivement. Mais là, dans ce cas-là, tu vois ce qui est l'objectif. Il y a un objectif cosmétique à ça, mais il y a aussi un objectif. Il y a une réalité en arrière de ça. Il y a une réalité qu'on connaît qui est, comme je t'expliquais, ça fait 10 fois que je le dis, mais les étoiles vieilles sont plus jaunes, les étoiles. Puis les étoiles rouges aussi, on veut les voir rouges. Tu sais, des fois, il y a des belles étoiles qu'on va mettre dans le champ justement parce que c'est une étoile qui est rouge ou orangée, puis elle est intéressante, elle donne une couleur. Mais si elle sort vert, c'est pas drôle, tu sais. C'est ça, il faut faire attention. Martin, tout ce que tu fais là, donc, si on fait un parallèle maintenant avec ce qu'on j'observe avec Photoshop, c'est l'équivalent, mettons, tu choisis ton point blanc, ton point noir. Ouais. C'est ça, depuis quand on fait en version Word. C'est ça. OK, donc je vais juste fermer ça ici. Ça, c'est mon image comme elle est là. Je vais enlever les previews et les effacer. Je les sélectionne un après l'autre, puis je fais Delete. Ou il y a une commande aussi, Delete All Preview, là, c'est comme vous voulez. Je fais Delete, juste pour... Là, tu avais appliqué la fonction calibration. Oui, là, elle est appliquée, là. En fait, on a pris les ratios qu'on a imaginés, que peut-être qu'on aurait pu peaufiner un peu plus. Je les ai mis comme ça, mais là, je vais considérer que après des heures de travail, ma balance des couleurs est bonne, puis je suis prêt à faire mon premier stretch. Encore une fois, les valeurs, les white balance, la mathématique que vous avez appliquée J'ai regardé celle qui avait été, que le logiciel avait sorti, OK, qui sont celles-là ici, et je me suis dit, ça manque un peu de bleu. Fait qu'on a quand même boosté pas mal le bleu. Là. On était peut-être à 0.75, puis on l'a mis à 1. Là. Mais essentiellement, on l'a mis à... Ouais, c'est ça. On l'a augmenté de 25 %. Mais ça, c'est les valeurs que le logiciel m'a sorties tout à l'heure. Quand j'ai fait ma calibration de couleur, là, il a dit le facteur pour le rouge, c'est 1, le facteur pour le vert, c'est 1.3, le facteur pour le bleu, c'est 1.5. Tout ça, je dis que la console des procédés, là, le processus ici, ce truc noir-là, il y a beaucoup d'informations là-dedans. C'est ça, j'ai pris ça ici. Le problème avec l'interface, c'est qu'il faut y donner le 1 sur la valeur la plus élevée. Fait que vu que mon bleu ici, c'est la valeur la plus élevée, c'est 1.5, on voulait le mettre à 2, il faut que je le fixe à 1. Fait que vu que le rouge il est à 1, je le mets à 0.5 pour faire 1, que ce soit la moitié du bleu. Puis le vert est à 1.3, je le mets à 0.65. Parce que ton maximum, c'était 2 à quelque part. Le maximum est 2. Et si j'aurais pris cette logique-là, c'est 2, mais moi, il me fixe maximum 1. Il faut que je fasse un ratio entre les valeurs. C'est un peu compliqué, mais la balance des blancs, ça fonctionne normalement pas mal toujours de même. Là, quand tu fixes un canal, il faut que tu mettes les autres par rapport à l'Italie. Puis ici, c'est ça. C'est ce que j'ai donné. J'ai donné 0.5 pour le rouge, 0.65 pour le vert et 1 pour le bleu. Malheureusement, on devrait être capable de dire c'est 2, 1, 1.6, 1.3 puis 2. OK. Donc ça, c'est mon image calibrée. Réduction du gradient, neutralisé. Évidemment, c'est des étapes qui prennent beaucoup de temps quand on les apprend, mais ça se fait en 3 secondes, là, la réduction de background et tout ça, c'est une question de 2-3 minutes là, quand on est habitué, puis on a l'image. Tu sais, le traitement de base, là, dans PixInsight, le traitement de base, une fois qu'on sait c'est quoi, puis qu'on a notre image intégrée, ça veut dire qu'elle est stackée, 5 minutes, puis c'est fini.
on a une idée de ce que l'image peut donner. On n'a peut-être pas la meilleure chose, mais on a une idée de ce que l'image peut donner. Même chose dans Photoshop aussi. Là, je veux dire, quelqu'un qui connaît Photoshop, là, 5 minutes, puis l'image est sortie, puis on a une bonne idée de ce que ça peut, de ce qu'elle a dans le ventre. Tu sais. Ça, le journée, je prends des images, moi, en déjeuner le matin, je stack. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est... Sauf que je peux travailler pendant des heures. Après. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une fois que tu as la première... Avant d'aller se coucher, tu faisais un peu 1h du matin, tu vois, je m'en vais coucher. Pas capable de te retenir. 2 heures déjeuner. OK, donc je vais avancer un peu là-dedans. Je vais ouvrir Histogram Transformation, puis je vais ouvrir Screen Transfer Function. J'ai mon image. Je vais enlever le transfert d'écran. OK, oups. J'enlève. Donc, j'ai mon image en format linéaire, qui est en arrière ici. Je vais juste minimiser ça. Passer à côté. Et j'ai mon histogramme. Donc, je vais sélectionner mon image en histogramme. OK. Bon, ça, c'est le stretch que j'avais fait tout à l'heure. Tu sais, normalement, le stretch que j'ai d'appliquer, c'est quelque chose qu'il n'y en a pas, en fait. C'est à ça que ça ressemble. Donc, si on regarde notre image, ben, l'histogramme est complètement collé à gauche. Notre travail de stretching, c'est de ramener ça dans un intervalle qui est intéressant, en augmentant, évidemment, en jouant avec l'histogramme. Avec l'outil courbe aussi, un outil courbe dans PixInsight, mais c'est moins utilisé. Mais on va aussi regarder avec des masques, puis avec certains éléments pour rehausser les contrastes, qu'est-ce qu'on peut faire. La saturation. Oui, aussi. Oui. Oui, oui. Effectivement. Donc, je vais commencer par prendre le midpoint, ce qu'on appelle le midpoint, puis je vais l'amener à côté, comme j'ai fait à plusieurs reprises. Et je vais zoomer sur ma portion ici pour venir voir jusqu'où je peux ramener mon point noir vers la droite. Parce que ça ici, c'est une portion d'histogramme qui n'est pas utilisée. OK? Si je déplace mon point vers là et que j'ai aucun clipping qui est introduit, c'est une portion d'histogramme qui n'est pas utilisée. Je veux la récupérer pour travailler ça. OK? Je ne veux pas nécessairement aller m'accoter sur l'histogramme, mais je veux quand même récupérer une partie. OK? Et quand je commence à voir que je clippe des pixels, avec mon nombre de pixels de clipper, ben, j'arrête. OK? Ensuite de ça, je ramène le point gris ou le midpoint vers la zone de l'histogramme qui a beaucoup de pixels. Et, normalement, ben, une des premières étapes, c'est je la porte à peu près vers la première barre. Donc, c'est la première pleine, là. C'est à peu près 20, 40, non, 50, c'est 25, 50, 75, donc autour de 25. OK? Ça va placer mon background à peu près à 25%, entre 20 et 25%. C'est juste pour voir. C'est pas un absolu, là, c'est juste pour voir. Et j'active mon preview. OK? Je pourrais faire la même chose aussi avec un preview que j'aurais défini dans mon image. Je pourrais voir ce que ça donne pour la galaxie. Donc, je vais le faire. Je vais fermer ça ici. Je vais juste, avec le Screen Transfer Function, l'auto-stretcher pour voir où est-ce qu'elle est ma galaxie. Et je vais créer un preview autour de la galaxie pour être capable de mieux apprécier, comme ça ici. Oups. Comme ça ici. Avec l'étoile. OK, je vais reset ça. Et là, je vais travailler sur mon preview. Hop, comme ça. Un peu. J'ai oublié de refaire mon... Excuse, j'ai oublié d'enlever l'auto-stretch. Ici, l'auto-stretch. Oups, about it. Un format, process, transfer function. Je fais un reset. Voilà. OK, là, mon image est linéaire. Contrôle F12, ça faisait pas ça? Oui, contrôle F12, ça ramène. Oui, effectivement. Oui. Oui. Je ne vais pas passer toutes mes soirées à regarder mon tutoriel, moi, là. Je ne m'en souviens pas tout de ce que j'ai dit. Histogram Transformation. OK. Bon, c'est ça que j'ai dit ici. Alors, je regarde sur mon preview. Je tasse un peu mes affaires. Et là, bon.
pas oublier, c'est prêt avec un 8 pouces, là, c'est pas un télescope là, c'est avec un AT8 ARC. Ça commence à juste un stretch comme ça, simple, bête et méchant. Là, je ne sais pas si vous faites du Photoshop bien souvent, mais c'est déjà compliqué. C'est déjà de loin meilleur que ce qu'on peut avoir dans Photoshop en 3 ou 4 opérations. Parce que la fonction de stretch dans PixInsight, elle ne fonctionne pas de la même façon qu'un stretch dans Photoshop. Puis c'est axé sur disons, le rehaussement des disparités entre des pixels qui ont des valeurs très, très différentes. Donc, je peux jouer avec ça ici. Je viens voir qu'est-ce qu'il y a de moyen. Mais en même temps, il faut faire attention parce que, comme j'ai dit au début, chacune des opérations individuelles qu'on va faire sur notre image n'amène pas nécessairement toujours à chaque fois vers une image qui va être plus belle. Okay? Là, je vois bien que mon fond du ciel est peut-être un peu trop élevé, mais en même temps, si je veux faire des opérations, puis que je vais être capable de voir des choses, ben, je suis mieux de le mettre plus élevé, puis de le ramener après ça, puis de le redescendre, que de toujours viser à ce que mon image elle soit belle, puis de ne jamais dépasser, de jamais avoir un fond du ciel trop clair. Il ne faut pas se gêner d'aller un peu trop loin. Je vois ici le cœur de M51 qui commence peut-être à être un peu trop saturé, mais je ne me gêne pas. OK? Je peux aller plus loin un peu, puis après ça, je peux le ramener. Il faut faire attention, c'est un piège ça, qu'on a toujours, même dans n'importe quel logiciel, on essaie toujours, par petits incréments, de toujours avoir une image qui est plaisante à l'œil et qui est toujours de plus en plus plaisante à l'œil. Des fois, ouais, ça marche, mais souvent, il faut faire un gros stretch au début, puis après ça, on ramène les choses un petit peu plus par en arrière. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça qu'il y a à faire, mais il ne faut pas hésiter à aller vers un peu trop loin pour, après ça, ramener les choses. OK? OK. Fait que je vais appliquer ce stretch-là à mon image. Je vais juste fermer mon preview. Je vais aller chercher mon image qui est ici et je vais appliquer ce stretch-là, qui est peut-être un peu violent, mais quand même. OK? Question, Martin. Oui. Le shadow puis à l'aise, quand ça augmente, mettons, le pourcentage, on commence à clipper ce moment-là. Oui, c'est ça. Il faut éviter ça quand même. Oui. Il faut éviter. Mais il faut faire attention parce que c'est sûr que, comme ici, tu vois, j'avais 8 pixels qui ont été clippés, c'est pas beaucoup. OK? Tu sais, si des fois, on a une bande, on a une pointe, si tu vois, regarde, ça, c'est un petit pixel. Là, OK? Fait que des fois, il y a des pixels qui traînent devant Instagram. Notre Instagram, il commence très loin du noir. Puis là, on ramasse des petits pixels qui traînent un peu à gauche et à droite, puis qui sont des épiphénomènes ou des pixels qui ont été trop calibrés, disons, par un pixel chaud. Tu sais, si on l'a trop soustrait, il est rendu noir ou il est trop bas, mais en réalité, c'est pas plus d'informations dans ça. Il faut quand même, faut faire attention, c'est par l'expérience. OK? Et là, j'ai mon Instagram qui est ici. OK? Et mon image qui est stretchée. OK? Puis là, je vois que dans le fond du ciel, je commence à avoir du bruit qui ressort. OK? Puis ma galaxie est délavée un peu, mais ça, les couleurs, on va les voir après. Le cœur de la galaxie ici, j'ai perdu un peu de détails, mais si je promène mon curseur, je suis à 97. C'est quand même, je suis peut-être un peu trop saturé. OK? Je suis peut-être allé un peu trop fort là-dessus. Je veux voir, il y a des beaux détails dans mon image, dans le cœur de la galaxie, puis peut-être que je les ai perdus un peu ici. Là. OK? Il faut faire attention. Oui, c'est ça. Tant que tu ne clips pas, tu peux toujours revenir en arrière, mais des fois, on se promène un peu trop haut. Puis, il faut penser que aussi dans l'histogramme des valeurs, l'œil ne voit plus de détails, peut-être passer. Puis là, je lance un chiffre comme ça, mais admettons, là, on est à 0 et 1. Peut-être qu'à 0.8, là, tu ne vois plus bien les détails, parce que c'est trop élevé. Okay? Fait que les détails, on les voit plus quand ils sont autour de 0.4, 0.5, 0.6. Puis après ça, que tu sois à 0.8 ou à 0.1, il n'y a plus de détails. Ce qui va être important, c'est quand on va rehausser notre saturation, si on est tout collé à 1, on rehausse, ça reste blanc. Si on reste en bas de 1, puis qu'il reste des différences, puis on rehausse la saturation, là, les vraies couleurs des objets vont sortir. Il faut juste penser à ça. OK. Là, il est déjà 3h05. Avez-tu parlé comment il se fait
Ouais, ben c'est ça, là. Je voudrais pas trop... j'ai le goût d'arrêter celle-là. Ce que je vous dirais, c'est pour la suite de cette histoire-là, je pense qu'elle est bien décrite dans le lien de vidéo que j'ai sur YouTube. On a amené l'image au traitement. Je pense on va essayer un autre exemple parce que je voudrais montrer aussi d'autres choses, surtout pour l'inspection des images et tout ça, des choses intéressantes. J'ai envie de vous dire, si vous voulez voir la suite de cette histoire-là, allez voir le vidéo YouTube je pourrais vous envoyer le lien à tout le monde, là. Il est dans la section didacticielle dans l'Asso Québec, mais en tout cas, je pourrais vous l'envoyer quand même. On complète. On prend ce modèle-là, on va jusqu'au fond, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'aimerais ça vous montrer, puis je sais qu'il y en a qui vont peut-être partir plus tôt que d'autres, là. Je pense pas que tout le monde va dormir ici. Donc, je vais arrêter cet exemple-là, OK, à cet endroit-là, puis je vais regarder l'exemple en H-alpha, qui va nous permettre de voir un peu plus l'inspection des images, puis comment on fait pour l'intégration, tout ça. Non, pas encore. On va en faire avec l'image en H-alpha. Elle va être plus évidente encore, parce que la réduction du bruit avec le bruit chromatique, des fois, ça paraît pas beaucoup, mais on va faire la réduction de bruit sur une image en H-alpha, puis c'est juste la luminance. Fait qu'on le voit tout de suite, la réduction du bruit, qu'est-ce que ça donne. Mais on va le faire dans le prochain exemple. Je vais vous montrer tout de suite, commencer tout de suite l'autre exemple. Est-ce que c'est correct? Est-ce que... On pourrait sauvegarder cette image-là pour la traiter plus tard. Oui. OK. À ce moment-là, on fait quoi? OK, on va le faire, ça. OK, on va le faire. Vous allez ici dans le menu Fichier. OK. Vous avez Save Project. Une chose que je ne vous ai pas montré juste avant. OK. Dans History Explorer. OK. Faites activer ici, il est par rapport ici, souvent il c'est le dernier en bas, là. History Explorer, sélectionnez l'image ici dans ce menu-là, OK? Et vous avez le preview ou le DBE, OK? Puis vous voyez les choses qu'on a faites à date. OK? Ça, c'est quand ça a sorti du DBE, OK? Après ça, on a fait la visualisation du background, la saturation des couleurs, puis la transformation de l'histogramme. Okay. Si j'avais une image exactement pareille à côté, là, je peux prendre ces choses-là, les draguer sur l'autre image à côté, puis les opérations vont s'appliquer aussi, de la même façon. Pareil. Okay. Ça, cette histoire-là, dans les projets, quand je sauve un projet, ça, c'est sauvé aussi. OK? Fait qu'on peut toujours revenir en arrière. C'est là que, si je fais juste sauver mon image, l'histoire en arrière, elle disparaît. C'est ça. Si je sauve un projet, fait que je viens ici dans Save Project, puis là, je vais nommer mon fichier, je vais l'appeler M51. Je vais cliquer ici, puis je vais dire de l'envoyer dans Bureau, Pays Workshop, je vais le mettre là. OK? M51, souligner projet. Et j'enregistre ça. Là, je lui demande, je veux avoir les images, les previews, les états, purger les fichiers existants. Ça, c'est des statistiques, les choses-là. On va les garder. Les icônes, les documents texte, les checksums. Checksum, ça veut dire qu'il va faire un checksum. Ceux qui savent c'est quoi? Il va faire un checksum du projet. Puis quand il va le réouvrir, il va faire calcul checksum pour voir s'il n'y a rien qui a changé, si le fichier n'a pas été corrompu. Et puis, check space available, c'est que ça peut prendre beaucoup d'espace. Fait que si ça peut prendre 3, 4, 5 gigs. Fait que s'il reste 2 gigs de disponible, ben, il va vérifier avant s'il est capable de sauver le projet sur le disque. Fait que je fais OK là-dessus. Puis, ça peut prendre un petit... Ben, j'ai juste une image, là. Je n'ai pas fait de masque. J'ai juste une image, ça peut prendre... Tu vas faire des exemples de masques, Oui. Avec l'autre exemple, on va faire des masques. C'est parce que le temps file, puis la fin de ça, c'est déjà tout dans la vidéo que tout le monde peut voir sur YouTube. Fait que vous allez pouvoir aller vous pratiquer à partir de cette image-là, de celle que vous avez faite, ou peu importe, de celle que j'ai mise dans le répertoire dans l'Asso Québec. Là. Fait que, vu que ça c'est déjà accessible, ben je préfère faire un autre exemple qui est différent un peu. OK, donc mon projet est sauvé. Fait que si je ferme toutes mes images ici, je fais Close All, Yes.
on ferme tout ça, je ferme tous les trucs. Puis je viens ici dans File, puis je fais Load Project. Je vais dans Bureau, puis Workshop, il est ici, le XOSM. OK. Je fais ouvrir. Ben là, il va me réouvrir tout. J'avais des fichiers, des images. J'avais 32 images de sauver. Les images sont toutes indépendantes des images originales que j'avais déjà sur le disque. Avec les historiques. Avec l'historique, avec... ouais. Oui, ben c'est parce que tu passes des heures sur une image, tu l'enregistres, puis là, 3 mois après, tu la rouvres, puis là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Fait que là, si tu n'as pas l'historique, puis si tu n'as pas tout ça, ben, c'est difficile d'aller plus loin. Fait que là, mon image, mon projet est réouvert pareil comme quand j'avais fermé mes choses. Chaque image, chaque site est un peu différent. Oui, c'est ça. Exact. OK. Donc, je vais tout fermer ça. Oui, on prend un petit 5 minutes jusqu'à... Oui. 3h30. On va peut-être jusqu'à 3h30. Ou même pas. OK. Ben, à 25, on repart.